Les grands écrans, on fout ça au milieu, c'est bon, l'intérieur il est fait, tout se passe là-dessus. Ouais, il y a une grosse part de frustration. En tout cas, on propose des choses sur une voiture qui est en fait un projet d'entreprise, c'est pas notre voiture. C'était un peu un regret, mais en fait, quelque part, il y a un peu plusieurs approches. Après, si tu veux me dire que c'est de la merde, là, c'est encore autre chose. Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Designer Auto. Aujourd'hui, on est avec mon ami Thibaut, qui est designer. Bonjour. Voilà, designer chez Alpine, Absolument. on en parlera. Et donc on fait un épisode un peu spécial au format podcast où on va rentrer en longueur dans les questions spécifiques du design automobile. C'est un peu des questions que j'avais envie de lui poser pour vous, parce que nous on se connaît, on était copains d'école, en école de design, on a Toujours travaillé copains, ensemble, hein, on est toujours j'espère. copains, exactement. On verra à la fin du podcast si on est toujours copains, mais on a travaillé ensemble chez Renault notamment, donc voilà, Thibaut a accepté d'être avec moi aujourd'hui pour répondre à des questions spécifiques sur le design automobile. Donc, c'est des questions que j'ai préparées à partir de vos commentaires, à partir de ce qu'on peut lire sur Internet aussi. Et du coup, je vous propose qu'on démarre tout de suite l'interview et le podcast avec Thibaut. Bah, c'est parti. Bonjour Thibaut. Bloqué par le micro. Un peu loin, mais Merci d'être là. un plaisir. C'est un premier format qu'on va faire en mode podcast. On va commencer dans le dur directement. Pourquoi tout le monde nous dit que les voitures modernes, c'est de la merde, ce qui sort en ce moment? En tant que designer de l'industrie, c'est quoi ton take sur cette première question? Puis ensuite, je te laisserai évidemment te présenter. C'est première question, bien l'entrée en matière. Alors, est-ce que c'est de la merde ou est-ce qu'elles se ressemblent toutes ou est-ce qu'elles plaisent plus? Je pense qu'il y a... En fait, il y a tout dans l'industrie. C'est assez wide, il y a beaucoup de réponses différentes à des problématiques qui sont données. Elles sont quand même très souvent les mêmes. En fin de compte, il y a une uniformité qui se crée. Alors, elles sont à la fois liées aux normes, aux contraintes, beaucoup de plateformes partagées, et la mode aussi, hein, tout simplement. Si on regarde les voitures d'il y a 20 ans, elles se ressemblaient toutes aussi. Ou du moins, il y avait des similitudes, des choses aujourd'hui. Peut-être qu'on a retenu que quelques modèles qui sortaient du lot. On y reviendra peut-être d'ailleurs. Les plus iconiques de l'époque. Voilà, exactement. Et du coup, il y avait des choses des plus edgy et qui ont fait que les voitures sont restées. Mais en fait, c'est de l'imaginaire collectif. Mais la réalité, c'est que se ressemblaient déjà époques, toutes. voilà, il y avait des tendances qui étaient les mêmes. Peut-être qu'il y avait un peu moins d'uniformité dans la population, dans les caractères, les envies des gens. Mais c'est globalement un reflet de ce qu'on peut voir dans la société, quoi. Il y a une vraie réponse sociétale, en fait. Après, si tu veux me dire que c'est de la merde, là, c'est encore autre chose. La réponse, elle est peut-être plus orientée. Ah non, je t'ai attaqué avec le commentaire qu'on voit tout le temps un peu sur la chaîne et sur d'autres chaînes YouTube, d'ailleurs. Donc, sur les formats que je fais habituellement. Puis là, du coup, aujourd'hui, on fait un format podcast un peu différent, où tu as accepté de me prêter ta voix et d'être présent. Donc, je te remercie vraiment pour ça. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire ce que tu fais? Alors, je m'appelle Thibaut, je suis designer intérieur, designer automobile, et je fais les intérieurs des voitures. Donc, globalement, ça correspond à tout ce qu'on touche, les volants, les sièges, les consoles centrales, les leviers de vitesse, le tableau de bord, évidemment. En gros, l'environnement intérieur de la voiture. Ça font aussi partie de ce périmètre, ce qu'on appelle les ébènes, les seuils de porte et les coffres, même si c'est un peu moins sexy, mais ça en fait partie. Et donc mon boulot, alors j'ai pas dit pour quelle marque je le faisais, mais je travaille pour Alpine, et plus globalement depuis 7 ans dans le groupe Renault. Donc, j'ai fait du Renault, j'ai fait du Dacia, et là maintenant que de l'Alpine. Et donc ma mission, c'est d'aller de la vision, du premier croquis, jusqu'au produit final, en suivi en production, industrialisation et compagnie. En passant justement toutes les étapes un peu du process dont on va parler juste après, puisque ça, je pense que c'est aussi une facette un petit peu méconnue du métier, où les gens se disent, à mon avis aussi pour ça que les gens disent oui, les voitures c'est moins bien qu'avant, mais je pense qu'ils imaginent que le designer arrive avec une idée et puis il faut tout de suite passer ça sur le commerce. Superstar et qui... Voilà. non, c'est pas tout le temps ça. Ça arrive, mais c'est plus rare. Ouais. C'est très rare même. Mais... C'est un vrai process industriel du coup. C'est l'industrie lourde. Les process sont longs, ils sont compliqués, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a la survie de l'entreprise parfois, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, donc plein de métiers. Et les seuls qui sont au centre, alors à part peut-être les chefs de projet ou ceux qui sont, disons, les aspects stratégiques, il n'y a que le designer qui voit la voiture du début, puisqu'elle est dans sa tête au départ, jusqu'à la sortie. Et c'est le seul à avoir une vision complète. Et c'est aussi peut-être, je pense, un des postes qui doit le plus assumer s'il y a quelque chose qui plaît moins au marché. Je prends un exemple typique, la Citroën Ami qui a son style, qui peut être un super objet de design, mais les gens vont dire, il y a même eu des pubs de Citroën qui disaient on a viré notre designer ou un truc comme ça. Donc le designer, en fait, il est responsable aussi jusqu'à ce qui va se passer dans la rue et la réaction parfois épidermique des gens, il faut l'assumer aussi.
Bah, disons que oui, alors heureusement on n'est pas souvent nommé, et puis souvent, typiquement tu parlais de la pub, là c'est il y a un petit côté Clin d'œil, marketing, clin d'œil, ouais. c'est plutôt une blague qu'autre chose, mais effectivement il y a des designers qui ont participé à des projets, qui ont fait des couacs, et bon, ça les suit un petit peu, mais c'est comme n'importe quel boulot, il y a des projets qui se passent mieux que d'autres. Il y a des réponses aussi du public qu'on maîtrise pas du tout. Mhm. Et d'ailleurs, on en reviendra aussi, mais c'est pareil, le designer, il n'a pas forcément la vision complète ou plutôt le point de vue de l'utilisateur final, qui est aussi le client, dans le cas de l'automobile. Ouais. Nous, on a des perceptions, des inspirations ou des choses dont on est sûr, qui nous concernent nous en tant qu'être humain, et ça se voit dans notre travail, puisque c'est beaucoup notre vision qui nous est demandée, notre personnalité aussi. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le fait que la majorité des designers, enfin pour rentrer dans cette industrie, on en parlera un peu après, c'est vraiment un parcours du combattant, donc il faut être passionné. Je pense que tu peux me confirmer que dans le studio d'Alpine, c'est presque exclusivement des passionnés. Il n'y a personne qui est un peu hors scope du design auto ou que ça intéresse moins. Il y en a qui diront qu'ils ne sont pas passionnés de voitures ou qui s'en fichent, mais c'est pas vrai. Ici, c'est pas des voitures, c'est au moins des beaux objets, des objets qu'on utilise, pas juste de l'art ou des choses gratuites. C'est pas des sculptures. Voilà, le design, c'est pas juste un dessin, il y a une pensée derrière, il y a ici tout un cheminement d'idées qui t'amène d'une vision qui est esthétique parfois, et puis aussi dans la fonctionnalité. Et puis la réponse que tu donnes dépend de la voiture que tu fais et des gens qui vont l'utiliser. Et du coup, j'utilisais l'exemple d'Alpine pour dire il y a l'intégralité quasiment des gens qui sont dans les studios design sont des gens passionnés. Et encore, Alpine, ça va parce que vous faites des voitures qui sont pour les passionnés. C'est un peu dans l'ADN de la marque. Mais quand tu bosses dans une marque qui est plus généraliste, et tu as été chez Land Rover, Mercedes et le groupe Renault principalement ces derniers temps, bah, tu dois faire, voilà, surtout groupe Renault, tu dois faire aussi des voitures généralistes. Bien sûr. Mais quand tu es passionné, des fois, tu as une vision qui est un peu spécifique de la voiture. Et le grand public attend pas ça. Clairement. Alors du coup, je sais pas quelle est la question exactement, mais pas de question, c'est une observation. Mais tu peux faire des voitures généralistes qui sont quand même très orientées et du coup qui demandent une vision qui est spécifique. Si tu prends les voitures iconiques de chez Renault, c'est un peu l'Espace par exemple, la voiture à vivre, qui a évolué ces dernières années, dans sa dernière mouture en particulier. Il y a une vision quand même qui est donnée et on dessine pas une Clio de la même manière qu'on fait une Aston Martin ou même une Dacia d'ailleurs. Et en fait, même si c'est des voitures généralistes, entre guillemets accessibles, et pas des voitures trop spécifiques qui se doivent d'être pratiques, il y a quand même il y a un imaginaire à travailler tout autour. Que ce soit une Alpine ou l'imaginaire, il est donné d'entrée, c'est-à-dire que c'est sportif, c'est passionné, c'est la voiture ludique, on va dire, enfin en tout cas voiture plaisir. Ça n'empêche pas qu'une Espace, on va l'utiliser tous les jours, il faut qu'elle se doit d'être pratique, belle, parce que finalement les gens ne mettent pas ce qu'ils mettent en budget dans une voiture sans avoir au moins une espèce de retour sur ce que ça le côté statutaire, on aime bien dire ça, mais exactement. Une voiture, quoi qu'il arrive, elle nous représente aussi. Donc, en tout cas, on nous voit, et donc une voiture pourrie, ça donne un message, une voiture rutilante, ça en donne un autre. Je suis toujours choqué un peu du nombre de gens qui me disent « Ah, mais bon, les voitures sont trop chères, ça c'est un vrai sujet, tout le monde trouve que les voitures sont trop chères. » Puis ils disent tous « Mais ils ont qu'à ressortir la 2 chevaux et on achèterait des 2 chevaux, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Si les gens voulaient vraiment une voiture simple, minimale, et qui renvoie une image de modestie, ça se vendrait pas autant, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a de plus en plus de SUV. De toute façon, il y a un exemple qui marche assez bien, toujours dans le groupe Renault, c'est les Dacia, qui étaient très simples et qui étaient. Les gens l'appréciaient pour ça. Elles sont restées relativement simples au regard de l'évolution de la voiture, mais c'est quand même des voitures plus cossues aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ou 15 ans, même il y a 5 ans en fait. Une Logan première gêne, elle n'aurait pas sa place aujourd'hui. Elle aurait peut-être, mais c'est vraiment une tranche d'utilisateurs qui est très donnée, alors qu'aujourd'hui, une Dacia, ça pourrait correspondre à peu près à n'importe qui. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est devenu cool. C'est devenu cool. Alors après aussi, l'imaginaire de la marque, il n'y a pas que le design, mais les designers ont beaucoup travaillé. Ils jouent énormément dans la perception. Et donc, en fin de compte, sur est-ce qu'on va acheter une Dacia et conduire une Dacia au quotidien, c'est plus du tout le même message qui est donné là aujourd'hui ou il y a 10 ans. Le dernier Duster, il ressemble à un SUV presque cossu. En tout cas, presque premium, ouais. Il y a ça. Alors, costaud, il n'est pas réellement. Mais voilà. Mais par contre, le design a très bien bossé tous les designers ont bien bossé sur le fait qu'on le perçoive plus comme une voiture low cost. Ouais. La robustesse, la stiffness du truc. Exactement. Mais même le style, il est ultra poussé. Parce qu'il y a le design qui correspond plutôt à la mise au point et à la conception, et il y a le style qui est en gros l'aspect esthétique de la voiture. Donc les deux vont de pair. Souvent, on dit design, mais on parle plutôt de style. Le design, c'est la conception, mais la conception, elle vient de... Il n'y a pas que les designers dessus, mais ça fait partie d'un tout. Et le style, en fait, c'est ce qui permet de vendre, je pense. Le design aussi, mais c'est moins visible. Ouais, moins évident, peut-être. C'est perçu plutôt au long terme, d'ailleurs. Mais ça c'est super important. Enfin, c'est ce qui fait la différence entre une voiture réussie et une voiture ratée.
C'est pas le style, c'est le design. Enfin, je pense, ça c'est ma perception. Là, on va aborder ça juste après. Ce que je te propose on voit qu'on va être dans un épisode un peu technique aussi pour nos auditeurs et les gens qui vont avoir le plaisir de regarder cette vidéo. J'espère que ce sera clair. Hein, parce que... On va essayer. Ce que je te propose, c'est que tu nous parles un peu de ton parcours. D'où tu as commencé, d'où tu viens, pourquoi tu as voulu faire ça. Puis ensuite, les différents studios que tu as pu connaître. Jusqu'à en arriver aujourd'hui. Après, on parlera un peu des projets spécifiques. Mais ça permet aux gens de mettre un peu le background plus global autour de toi. Avec le background, si je démarre du baccalauréat, j'ai fait un baccalauréat tout à fait standard. Je s'appelle STG à l'époque. STG, ok. Et je suis rentré directement à Strat, école de design, qui existe toujours. On s'est retrouvé là-bas en première année. Et donc je savais déjà que je voulais faire des voitures, même si j'ai jamais été fermé sur l'idée de faire d'autres trucs. C'est vrai que c'était pour ça que je suis venu. C'est une école qui est toujours très réputée pour ça et qui l'était à l'époque. Donc on a fait 5 ans là-bas, on se spécialise à partir de la 3e année, et à la 3e année on commence à faire des stages aussi. Et donc là aussi on s'est suivi là-dessus, on est arrivé chez Renault, moi en inter, toi en externe à l'époque. Exactement. Et ça a été c'est le pied à l'étrier en général. C'est ce qui se dit beaucoup, et ce qui se disait à l'époque, ce qui je pense se dit toujours, enfin il n'y a pas de raison que ça ait changé, c'est qu'une fois qu'on commence les stages très tôt, et qu'on met un pied dans l'industrie, en général on arrive à faire à peu près sa voie, tracer sa voie jusqu'à devenir un professionnel, ce qui s'est passé en l'occurrence. Donc j'ai fait effectivement Renault 6 mois, on est revenu à l'école 1 an et demi, dans lequel il y avait des partenariats toujours avec les constructeurs. Alors là c'était PSA à l'époque, PSA et Fiat. C'est ça, exact. Donc ça c'est des trucs un peu fondateurs, parce que du coup on commence à avoir des charrettes un peu comme on fait en architecture, où on dormait pas beaucoup. Et puis quand on pouvait dormir, en fait, on faisait la fête, mais on était jeunes, quoi. Et c'était pas mal. Mais on donc, pouvait ne pas dormir, en fait. On pouvait ne pas dormir, on avait encore du jus. Mais non, mais sans faire le type qui se vieillit trop vite, c'est vrai que c'était une période très intense. Quand tu disais parcours du combattant, c'est pas nécessairement du combat, mais par contre, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'abnégation, quelques sacrifices aussi. L'école en demande beaucoup, les constructeurs en demandent énormément aux jeunes qui arrivent, parce que quand t'es jeune, tu sais rien faire, mais par contre, t'as une vision fraîche, t'es plus au fait des évolutions de la société, puisque en fait, t'en fais partie, par essence, si je puis dire. Et donc, toi, tu dois être un peu le miroir de ça, et on te demande d'être ultra curieux, ultra ouvert, ce qui n'est pas une qualité qu'on a tous, mais qu'on peut acquérir. C'est une qualité du designer, en tout cas. C'est une qualité du designer, mais qu'on peut acquérir. Il n'y a pas avec du travail, de toute façon, globalement, tout est à peu près accessible, mais là, en l'occurrence, c'est beaucoup de travail et beaucoup de remise en question, donc ça peut être un peu compliqué, ces moments-là, et donc je te rejoins sur le côté parcours du combattant, mais il est presque personnel. Enfin, c'est pas toi versus quelqu'un d'autre, c'est toi versus toi, et ce que le métier va te demander après. Donc je me suis perdu dans mes explications, mais donc 6 mois chez Renault, on est revenu voilà. C'est parti dans le toi versus toi, mais c'est assez vrai. On parlait de ton parcours. Le diplôme, donc là tu le fais à l'école, tu as un mémoire, tout ça, et une fois que tu as fini ça, alors ça dépend des écoles, mais nous en l'occurrence, une fois qu'on passait notre soutenance de diplôme, là aussi où on a peu dormi, et tu fais ton stage de fin d'études, et en l'occurrence c'était Mercedes, et j'ai même raté au milieu, il y avait un stage chez Land Rover. Ouais. Mais bon, bref, du coup, il y a 3 stages. Donc le dernier, 3 studios différents, c'est 3 studios différents, 3 marques différentes, même si Land Rover et Mercedes, à bien des égards, fait des produits assez similaires. En tout cas, en termes de marketing, pas en termes de style ou de design. 3 expériences dans 3 pays différents, la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Les 3, moi j'ai adoré les 3. Et puis surtout, je me souviens que le retour à l'école avait été... alors c'était très cool parce qu'il y avait tous les copains et il s'est passé plein de trucs super à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'avais qu'une hâte, c'était de retourner dans un studio de design, parce qu'en fait, c'est là que les choses se passent, c'est là qu'on apprend. Et l'excitation de retourner, là, quand je me souviens, à la période où on postulait pour nos stages, c'était ultra excitant. On recevait des mails, d'ailleurs, on se faisait des blagues assez cruelles. On recevait des mails de pseudo Mercedes ou pseudo haute marque. Pour expliquer, on faisait semblant d'être. On faisait des fausses adresses mail. On se faisait passer pour des directeurs de studio en disant à nos potes on a reçu ton portfolio, c'est génial. Mais il y avait personne derrière le mail puisque c'était nous. Et... donc on avait les potes qui descendaient dans l'atelier en mode ah putain les gars, j'ai reçu un mail de telle personne. Et on faisait des signatures de mail très poussées pour faire croire que c'était vrai. Mais c'était des adresses Gmail en fait. Donc je pense que c'était juste qu'on manquait de sommeil et de discernement pour voir que c'était du fake total. C'était l'excitation à 100%. Mais c'était marrant ça. Donc 6 mois chez Mercedes où j'ai énormément appris. Et rétrospectivement d'ailleurs j'aurais même dû travailler plus que ça. Bon, tu t'en rends compte après, mais en fait les stages c'est des vraies belles opportunités et il faut absolument les maximiser à 100%, voire plus même. Bon après pas de regret, tout s'est bien passé, mais donc je suis reparti de Stuttgart décembre 2017 je crois,
ou fin novembre, je ne me souviens plus. Et à ce moment-là, je discutais déjà avec mes anciens maîtres de stage de chez Renault, et en fait, ils m'ont proposé de les rejoindre à l'époque pour du design composant inter, donc les détails inter en fait. Donc, Qu'est-ce que c'est par exemple le détail inter? Ça peut être un volant, ça peut être un levier de vitesse, un commodo, des choses, des compteurs. Alors maintenant, on fait des écrans, mais à l'époque, il y avait encore quelques compteurs. Ça peut être des poignées de porte, ça peut être plein de trucs, mais c'est assez. En fait, c'est quand même assez riche, il y a beaucoup de choses. Et puis en fait, le détail de la voiture, c'est ce qui fait sa qualité. Il y a beaucoup de choses qui passent par là, même si on ne le perçoit pas forcément. Et quand le jeune designer fait son dessin, il n'y a pas de détails, parce qu'on ne dessine pas très bien, ou on ne sait pas trop où poser ces choses-là pour qu'elles soient pertinentes. Mais ça, c'était vachement intéressant, parce qu'en termes d'appréhension du métier technique et l'industrie, en fait, c'est des pièces plus petites, il y a un peu moins de charge pas de travail, mais il y a moins de données techniques. Enfin, c'est des objets plus petits. Concrètement, tout est beaucoup plus compact. Et donc, on peut apprendre petit à petit un peu les ficelles du métier et toutes les difficultés. Là où, si on te fait faire un concept car tout de suite, créativement, c'est super riche. C'est un vrai rush de, je sais pas, tu fais un peu moins d'un an dessus. Et c'est une belle expérience aussi. Moi, j'ai donc attaqué plutôt par le côté un peu moins noble. Enfin, en tout cas, c'est moins prisé par les étudiants. Mais donc, rétrospectivement, je suis très content d'avoir commencé par là. Parce que du coup, t'as mieux appris le métier, en fait. Ça me l'a appris d'une certaine manière, qui me sert encore aujourd'hui, parce que du coup, après, j'ai évolué, donc toujours dans le groupe Renault. J'ai évolué, les premières années, j'ai fait du Renault, du Dacia, même un peu d'Alpine, mais sans être dans le studio spécifique. À l'époque, c'était un studio inter pour toutes les marques. Ça a évolué ensuite. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait 2 ans, je pense, dans les composants. Ensuite, il y a eu une première évolution, à peu près au moment de l'époque où Ghosn a été débarqué. Et à ce moment-là, j'ai fait partie d'un studio qui s'appelait Studio Expérience, et qui était dédié à l'expérience de marque, en fait, et qui est encore un autre aspect du design automobile, qu'on voit un peu moins, mais qu'on perçoit à 100% en tant qu'utilisateur ou client. On va plutôt appeler ça utilisateur, parce que c'est notre métier, c'est censé être ça. Où en fait on réfléchit au parcours client, à quoi doit ressembler une Alpine, une Renault, une Dacia, peu importe, une Mobilize, pour que ça communique le bon message qui est le message de la marque, en fait. Effectivement, c'est une voiture accessible ou une voiture plutôt haut de gamme sportive, c'est pas du tout le même message, donc le parcours est pas le même forcément, et c'est pas non plus les mêmes clients, même si parfois il y en a qui se retrouvent, qui se recoupent, mais c'est pas toujours le cas. Et donc ça, c'était pas mal en termes, c'est la user experience un peu. Alors on en rigolait beaucoup à l'époque quand on était étudiant, parce que nous on voulait faire des bagnoles, des trucs, des dessins de voitures, trucs qui déballent, quoi. Mais en fait, dans l'objet final, le plus important, c'est l'expérience. C'est pas tellement le style qui, lui, va vieillir, enfin, dans la plupart des cas, 99% des cas. Et l'expérience, par contre, elle reste. Une 911 en expérience de conduite, je sais que toi, c'est pas ta voiture. En expérience de conduite, c'est top, mais pour moi, c'est le style, si tu veux, où le design te parle pas plus que ça, mais en expérience de conduite, une 911, c'est spécial, c'est particulier. C'est pas la plus extrême, mais elle a quand même une particularité qui est liée à son moteur et compagnie, à son implantation. Je vais juste débunk une seconde sur la 911 avant de me faire massacrer. C'est pas que je trouve que la 911 est une mauvaise voiture ou que je l'aime pas, mais je pense qu'il y a d'autres super voitures qui sont pas autant mises en avant que la 911. J'ai presque envie de dire que la 911, c'est évidemment une icône, mais c'est juste que moi, elle me touche moins qu'elle touche certaines personnes, et je comprends. En l'occurrence, j'ai pris la 911 parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais en fait, ça peut marcher avec une Apple Watch versus une Rolex, en fait. C'est l'expérience qui est pas la même. Ouais, exactement. Et peu importe le style ou la tronche qu'elle a, ça, on aime, on n'aime pas, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas, et c'est vrai. Par contre, l'expérience d'une Apple Watch, elle est ce qu'elle est. Moi, je suis pas spécialement client de ces trucs-là, mais je sais que ça fonctionne bien, et que pour celui qui apprécie les fonctionnalités qu'il lui apporte, c'est un super objet. Rolex, c'est encore autre chose. C'est pas tellement l'expérience, c'est peut-être plus le statut, tout ça. Mais bon, ça fait partie de l'objet. L'objet est dessiné de telle manière que ça véhicule cette image-là, ce truc-là. Et c'est pareil pour une voiture. Donc ça se décide. Alors c'est le marketing, le produit, d'autres départements de l'entreprise qui bossent, avec qui on bosse. Mais le design a quand même son mot à dire. Et puis mine de rien, ça fait quand même à la fin. Ce qu'on a déterminé dans l'expérience se retrouve aussi dans l'objet, esthétique, j'entends. Donc, en fait, c'est un peu à la jeunesse du truc. C'est un liant de toutes les composantes du design. En fait, ça rend la chose cohérente. C'est-à-dire que toute l'expérience, tout l'objet devient cohérent parce qu'on a décidé que l'expérience serait comme ci, comme ça. Ouais, donc, si on prend le cas de Alpine, par exemple, vu que c'est ton... en fait, c'est ça. Je me suis retrouvé à bosser sur l'expérience Alpine. À l'époque, j'avais pas spécialement bossé avec Alpine. Et puis donc on a commencé par là, donc ça a été moi ma porte d'entrée, on va dire, dans le studio Alpine. Spécifique. Parce que Alpine veut pas juste faire des bonnes voitures ou des voitures stylées, mais proposer une expérience complète, qui est l'expérience Alpine, que tu vas retrouver quand tu vas voir ta A110, quand tu vas la conduire,
C'est Et ça, quand tu vas être en contact avec tous les points de la marque. Il y a le fameux fil at one avec le véhicule, il y a l'expérience F1 qu'on essaie de retranscrire dans les voitures de série, il y a aussi un peu, il y a pas mal d'historique, d'héritage. Alpine, c'est un truc, ça existe depuis des années. Et donc, il y a cet historique, il y a l'historique en compétition, il y a les modèles existants, il y a aussi ce que le fondateur Edele avait insufflé dès le départ, c'était des voitures où on s'amusait. La légèreté. La légèreté, l'agilité, ça c'était, c'est les piliers fondateurs et en fait on les garde dans aujourd'hui les identifiants. Donc toutes ces données-là rentrent, ça fait un beau, ça fait comment dire, une espèce de grand nuage de plein de trucs et donc il faut arriver à les intégrer, à les ressortir dans le dessin final. Ce qui est un peu notre mission numéro 1. Et donc pour revenir sur le parcours, il y a eu cette partie expérience. Ensuite, l'actuel chef de studio Inter m'a donc apprécié, on s'apprécie déjà humainement, mais en l'occurrence il appréciait le boulot qui était fait, ils avaient besoin de quelqu'un, donc t'es rentré au studio Inter. Je suis rentré au studio officiellement et je suis devenu designer intérieur Alpine, entre guillemets officiellement. À l'époque c'était important parce que c'était après quelques années de boulot déjà. J'arrivais vraiment au poste que je voulais en tant que jeune designer, ça c'était cool. Donc là ça fait 3 ans maintenant, avec quelques projets assez cool. Quel projet justement? Ouais. On va y venir. Du coup, est-ce que tu peux nous parler? Donc je sais qu'il y a pas mal de choses, on a un peu discuté en off avant. Il y a des choses dont on pourra pas parler, c'est évident. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques inputs sur ce que tu as fait les 2 projets les plus marquants et qui sont déjà sortis, c'est A290. J'avais précédemment bossé sur la R5. Donc j'ai fait la suite sur A290. Il y a quelques pièces qui permettent de typer la voiture et ça a été un de mes boulots avec le fameux manager Laurent. Et par exemple, les pièces qui ont nécessité un rework Les grandes spécifique. pièces sur lesquelles on a bossé, c'est le volant, la console centrale et le siège. En gros, c'est des éléments qui typent tout de suite la voiture. Le volant, juste expérience de conduite volant, c'est logique, le lien est évident. La console, ça pourra rendre aussi la voiture un peu plus cossue parce que mine de rien, ils la vendent plus cher que la R5, elle est plus haut de gamme. Et aussi parce qu'on avait, sur la 110, il y a une console qui est très typée, très sportive. Il fallait retrouver la même idée, le même ADN dans celle de la R5 Alpine, de la 290 du coup. Et le siège, évidemment, une voiture de sport, s'il n'y a pas un siège avec un minimum de renfort, alors ça reste une citadine sportive, on n'est pas allé sur un baquet Formule 1, mais on a quand même pu faire quelques trucs. Et en fait, c'était une mission vachement intéressante parce que pour le coup, on n'est pas sur une vision complète, on est sur adapter, faire un peu ce qui historiquement d'ailleurs faisait Alpine à un moment, prendre des Renault et les transformer en des voitures plus compétitantes, compétitrices. Compétitive, exactement. Et donc là, c'était un peu le boulot. Là, ça, c'était vachement intéressant. Et puis, mine de rien, un projet qui s'est fait tambour battant. Donc, ça, c'est aussi pas mal. Parfois, ça peut être très long de sortir une voiture de A à Z. Là, on partait de la base de la R5. Donc, c'était cool. Il y avait une pression pour délivrer rapidement ou justement... Alors, justement, on savait que ça allait sortir. Donc, c'est rassurant pour un designer de se dire je vais pas passer 5 ans sur un truc qui verra peut-être même pas le jour. Là, tu avais une date de sortie. Mais est-ce que tu as senti de la pression? Précise au début, mais c'est vrai qu'on savait qu'il fallait aller vite parce que c'était une volonté de Luca De Meo de sortir la voiture à l'époque. Et donc, c'est vrai que, en fait, il avait vu la maquette dans l'atelier. Enfin, l'histoire a déjà été racontée plein de fois, mais de fait, vraiment, vu de l'intérieur, ça a été maintenant, il faut la faire. On a le go du grand patron. Et la boîte, en fait, toute la boîte s'est alignée pour sortir la voiture au plus vite et avec la meilleure qualité de livrable, quoi. Donc ça, c'était cool pour ça. Il y avait un vrai mouvement. Et puis, on avait vécu quelques mois compliqués avec le départ de Carlos Ghosn. Et il y avait des flottements, quoi. Et puis là, du coup, c'était tambour battant, on y allait. Et puis, ça faisait du bien d'avoir une vraie vision, une vraie énergie, quoi. Ouais, et puis il y a un enjeu aussi sur le fait que ce soit un nouveau modèle d'Alpine qui arrive après la 110. Exactement. C'est clair. Puis il y avait une promesse aussi. On avait sorti, j'y étais pas à l'époque, mais il est sorti à 110 qui a une carrière très longue et qui a plein de modèles. Donc c'est vrai que c'était une vraie nouvelle voiture. Ça devait être une Alpine à 100%, même si, la base partagée avec R5. Et elle l'est. Tu confirmes? Ouais, j'ai essayé la voiture que j'ai dessinée, ça fait vraiment plaisir. Ah ouais, c'est l'aboutissement là dans ton taf justement de pouvoir rouler là, en touchant le volant que tu as dessiné ou que tu as participé à dessiner parce que participer parce que j'étais c'est clairement toujours du pas boulot tout seul, d'équipe. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est un peu la concrétisation depuis que t'es étudiant où tu fais un peu de maquettes, mais en fait ça reste des maquettes. Quand t'es designer, tu fais beaucoup de maquettes. Il y en a la plupart qui sont jetées à la poubelle assez rapidement en réalité. Enfin, c'est pas qu'on les jette, c'est qu'en fait, on update tellement souvent qu'elles sont recyclées, peut-être pas jetées, mais recyclées assez rapidement. Et en fait, le design évolue très très vite. Mettons qu'on fasse un process c'est plutôt 3 ans, 4 ans maintenant que 5 ans. Sur 3 ans, le nombre de maquettes, on les fait... en fait, on pourrait potentiellement en faire une par semaine.
Ok, ouais. Et ça évolue vraiment très très vite. Alors parfois c'est le design qui décide, enfin le département du design qui décide de changer. Parfois c'est lié au produit, au marketing qui a besoin de... On réajuste un peu le tir vis-à-vis de nos clients, parce que finalement, il y a beaucoup de tests clients. Il y a des panels de clients qui viennent... souvent des clients d'A110, par exemple, là, pour la 290. Qui ont le droit de voir la voiture en avant-première pour donner Ils leur voient avis. des images souvent, je crois. Ils voient Ok. pas... J'en avais fait un une fois, mais c'était plutôt des images, en fait. Il n'y avait pas la voiture en Ok. vrai, parce que c'était déjà un peu trop tôt. C'est une avant-première, du coup, pour eux, ils voient ce que personne ne voit, en fait. Ouais. Et Ouais. ils donnent leur avis pour Ils voir donnent si leur ça avis, correspond. c'est plutôt leur ressenti qu'on cherche en fait, parce Ouais. que un avis, finalement, Ouais. ils n'ont pas toutes les données, mais leur ressenti est important, parce que finalement, c'est ça qu'on va chercher, c'est ça qui déclenche l'acte d'achat, je pense. Ouais, c'est vrai. Je suis pas spécialiste du sujet, mais je sais que c'est plus intéressant d'avoir un ressenti qu'avoir une analyse complète. Enfin, sinon, dans ce cas-là, on demande aux Qu'un journalistes avis, ouais. essayeurs, ils ont des analyses plus pointues de par leur métier, Mm. mais c'est pas ça qu'on cherche, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on est en train de viser juste, parce que voilà, dans nos studios, on a nos inspires, on sait ce qu'on veut faire, mais en fait, la réalité, c'est que on est un peu dans notre tour d'ivoire quand même. Donc, Ouais, et puis, vous avez une vision du monde et du marché qui est spécifique. ouais, et puis nos propres convictions. On voit. Moi, j'ai pas d'A110 personnellement, donc j'ai pas d'Alpine non plus ancienne. Je veux dire, ma vision de l'Alpine, c'est peut-être pas celle d'un client qui en a Qui est depuis déjà 30 ans fait. Ouais, c'est vrai. ou qui cherche à en acquérir une aujourd'hui. Donc, c'est bien aussi de savoir ce que les gens veulent pour répondre à leurs besoins et leurs envies aussi, d'ailleurs. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il faut vraiment le deviner, parce que quand vous démarrez le projet à 290, typiquement, c'est des années avant que la 290 touche la rue. Ouais. Et donc, il faut réussir à lire un peu dans l'avenir et avoir 3, 4, 5 ans d'avance. Alors, tu me disais que maintenant, les délais ont tendance à se rapetisser. Avant, je me souviens, hein, c'était plutôt, Alors, chez une marque anglaise qu'on a faite, plutôt 6, 7, 8 ans pour sortir une voiture. Puis maintenant, Ouais, ça va, c'est si on est très sur long. 3, 4 ans. Mais il faut quand même lire dans l'avenir pour dire de quoi les gens auront envie et besoin dans 3, 4 ans. Ouais, enfin, c'est pas Madame Irma non plus, mais il y a beaucoup de signaux faibles qu'on peut choper, mais c'est pas spécifique au métier de designer d'ailleurs. Hein. Toutes les métiers de tendance bossent là-dessus. C'est juste que nous, comme quoi qu'il arrive très long, au minimum 36 mois, c'est vraiment le plus court, bah, il faut avoir un minimum de détachement de ce qu'on aime beaucoup, parce que sinon on reste ancré sur les mêmes trucs. Ouais. Donc ces signaux faibles, il faut les interpréter. Après, ça reste une voiture, on peut pas non plus faire un vaisseau spatial, même si on aimerait bien. Mais c'est là où, entre le designer, sa vision, et puis ce que voudrait un client, je vais pas dire un client lambda, c'est pas très, c'est un peu péjoratif, mais en gros, un type qui va vraiment utiliser une voiture, une personne qui va utiliser une voiture, bah, il y a souvent un gros décalage. D'ailleurs, on voit les concept cars souvent, quand on regarde un peu les commentaires où les gens nous en parlent, et ils comprennent pas forcément tout de suite, parce que bah, on pousse un peu les concepts, et puis c'est parfois un peu, c'est un peu un rêve de designer, c'est un peu, on en a un peu partout, puis on se lâche. Là où finalement l'utilisateur d'une voiture, il est quand même sur une conception plus terre à terre, mais c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, c'est juste qu'il va utiliser le véhicule là où nous on le dessine et on fait le plus bel objet possible. Et parfois, le plus bel objet, c'est pas le plus pratique. Pratique ou utilisable tout court. Enfin, c'est pas tellement une histoire de praticité, mais de fonctionnalité. On va en venir donc à un sujet qui m'est cher, et vu que tu es l'expert du design inter là, on va parler de l'écran, parce que maintenant, on va dire oui, le designer inter, il sert plus à rien, maintenant, il nous fout tout dans un écran, on fout ça au milieu, c'est bon, l'intérieur il est fait, tout se passe là-dessus. Est-ce que tu as vu du coup cette évolution arriver, et comment tu vis l'arrivée de l'écran géant ? Alors bah ouais, on l'a carrément vu arriver, parce que nous on n'est pas très vieux en fait, donc les écrans il y en avait déjà dans les voitures quand on était gamin ou ado, jeunes adultes ou en études. C'est juste qu'ils avaient un temps de latence de 3 secondes. Oui, ça va. Surtout dans l'industrie automobile, c'est un peu plus long à venir. C'est clair qu'on n'aura pas un écran Retina avant un petit moment, même dans une Tesla ou autre, même si les progrès sont constants. Donc je l'ai vu arriver, et puis c'était un peu un regret, mais en fait quelque part il y a un peu plusieurs approches. Alors après alors si j'avais 2 heures devant moi, je pourrais détailler pourquoi c'est quand même cool une voiture. Il y a plein de trucs à regarder. Il y a des trucs un peu plus geek que d'autres, mais globalement il y a quand même un travail sur l'ensemble de la voiture. Donc faut pas juste regarder l'écran et ce qu'il y a dans son environnement immédiat. C'est beaucoup plus large que ça. Après, pour ce qui est de l'écran lui-même, il y a un peu 2 approches. Soit on le pose au milieu d'un truc qu'on a dessiné sans, soit on en fait quelque chose, on essaie de créer des fonctionnalités. Il y a plein de projets qu'on fait, des maquettes, beaucoup. Malheureusement, jusqu'à maintenant, des vraies innovations, on n'avait jamais pu les pousser, en tout cas dans les marques dans lesquelles j'étais. Mais parce que voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à la fin. On s'en rend compte quand on a fait des essais, parce qu'on fait beaucoup d'essais que les gens ne voient pas, le public ne voit pas. Mais on fait plein de tests. C'est le but du jeu, en fait. On cherche, quoi.
Donc l'écran, soit on le contourne, on dessine autour, enfin, ou on le pose au-dessus d'un truc qu'on a dessiné, soit on le met en scène, on en fait quelque chose. Une pièce bien intégrée, ouais. Là où il devient problématique, c'est quand il n'y a plus rien d'autre à raconter que les widgets qu'on met dedans. Là, effectivement, nous, on est un peu dépossédés de ce qu'on peut rapporter de notre plus-value, en fait, en tant que designer. Et Ouais, là, c'est un peu dommage. tu vois même des pubs où on va te dire, tiens, dans telle voiture, il y a Apple CarPlay. Donc en fait, on te vend juste la voiture comme étant un support pour l'Apple CarPlay. Apple CarPlay qui est hyper pratique, hein, moi j'utilise, mais il y a plus que ça à raconter dans un inter, en fait. Ouais, c'est clair. Après, il y a des voitures qui sont pas là spécialement là pour raconter une histoire. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de produits. Il y a des gens, ils ont besoin d'une voiture qui est pratique, efficace, ce que tu veux. Mm. Il y en a d'autres où, effectivement, on te parle d'une vie de famille avec des besoins en connectivité qui sont en fait juste l'extension de notre maison ou de notre téléphone. Mm. Donc l'écran, il a sa place dans la voiture à ce titre-là. Et une expérience la plus seamless possible, ça commence à arriver dans pas mal de marques. Maintenant, il n'y a plus tellement de... Quand on dit seamless, il n'y a pas de rupture entre, par exemple, son téléphone Et sa voiture. et sa voiture, ou son ordinateur, son téléphone, sa voiture. C'est une expérience complète, tout est dans un même environnement. Et l'écran a sa place dans ce cadre-là. Maintenant, si on vient juste le poser pour donner un argument de vente en plus, qui fonctionne ou fonctionne pas, c'est peut-être on manque un peu de choses à raconter sur nos voitures. C'est ça. Et je pense pas que ça me soit arrivé dans les projets sur lesquels j'ai bossé, que ce soit chez Renault, Dacia ou autre. En fait, il y avait toujours un truc à raconter autour de la voiture. Ouais. L'écran, c'est une fonctionnalité, mais c'est pas le cœur. Et en Ouais, fait, on aurait presque envie de dire, méfiez-vous quand on essaye de vous vendre l'écran, c'est qu'on n'a pas grand-chose à raconter sur l'objet En global. fait, je sais que pour nous, designers, il y a eu des moments où on s'est dit, OK, comment on l'implante, quelle taille on fait, est-ce qu'il y a un truc à faire? Chez Renault, il y a vachement de trucs qui avancent là-dessus, parce que c'est peut-être un peu plus, voilà, c'est dans l'interaction et tout ça. C'est peut-être un peu moins le cas dans d'autres marques parce que voilà, l'approche est plus simple. Je pense à Dacia, là ils ont leur système Uclip et tous ces trucs-là. Ouais. En fait, on raconte la fonctionnalité, la praticité, la robustesse, effectivement. Renault va peut-être plus être dans la techno, et puis Alpine, c'est dans le ressenti du plaisir de la route. Passion. Et donc l'écran n'a pas la même place dans les trois marques. Du coup, Tesla qui met juste un écran et pour le coup qui joue la carte du minimalisme vraiment partout. Tout passe par l'écran, il n'y a plus de boutons, il y a moins de physique dans la voiture. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est pas un peu la mort du design? Est-ce qu'on peut faire un intérieur chaleureux dans un contexte minimaliste? En fait, Tesla, c'est intéressant parce que pour le coup, ils ont été les premiers à faire ça. Du coup, le message, il est très clair, c'est leur axe, c'est assez clivant en fait. Et donc, on n'aime pas, ça c'est voilà. Chacun son ressenti. Mais au moins, il y a une vraie intention, un vrai truc ultra clair, quoi, ultra C'est radical. affirmé, quoi. Voilà. C'est Et leur donc, message. ils sont pas dans le chaleureux. Enfin, en tout cas, je le qualifierais pas comme ça. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités. Alors, il y a des gadgets, il y a des trucs plus utiles. Ils sont dans quand même des trucs très technologiques, avec beaucoup de choses embarquées. Ils ont cassé quelques murs, hein, quelques plafonds de verre en tout cas. Mhm. Maintenant, je trouve que ça reste un produit quand même assez cohérent. Je suis pas du tout client. L'électrique, j'ai pas d'avis particulier. Je trouve que j'ai de très bonnes expériences avec certaines voitures électriques que j'ai pu essayer, d'autres ça m'a pas intéressé. Mhm. Tesla, je trouve ça plutôt intéressant, mais c'est un peu. Moi, je qualifierais ça un peu entre guillemets de déplaçoir parce que c'est pas un objet passion. Ouais. La technologie, c'est très bien, mais j'en suis pas spécialement client. Moi, j'ai plutôt des vieux véhicules ou des. Enfin voilà, des objets. J'aime bien l'objet physique. Ouais, voilà, c'est la moto. Il faut que la boîte de vitesse on l'entende, il faut qu'on sente bien les rapports passés. C'est du ressenti mécanique quoi, que j'aime bien. Il y a un peu le truc des 5 sens, tu vois, qui est pas vraiment exploité. Je vais citer Tesla parce que c'est l'exemple que tout le monde peut, Oui, au moins tout le monde voilà, a déjà visualiser vu, à quoi voire ça utilisé, ressemble. ouais. Mais voilà, moi, mon idée, c'est de se dire, on faisait des intérieurs incroyables dans les années 70, 80, des sièges qui avaient l'air vraiment confortables, moelleux, avec du velours, des boutons hyper travaillés, des petites horloges à l'intérieur des inters, etc., etc. Puis du coup, on voit que ça, c'est un peu en train de mourir, mine de rien. Ou en tout cas, le fait que Tesla est arrivé, le fait que Tesla soit arrivé avec sa vision du truc, qui pour le coup, comme tu as dit, c'est une vision courageuse, en fait. C'est une vision où ils ont dit, bah voilà, nous, ça va être une société technologique, on assume, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de boutons physiques, quitte à ce qu'on ait une expérience un peu dégradée. Je pense au passage de vitesse PRND sur la nouvelle Model 3, où à un moment donné, c'était en haut à gauche de l'écran. Et ouais, je pas, connais pas bien, mais ouais. Mais, est-ce que c'est encore possible de faire du chaleureux dans ce contexte? Ouais, c'est possible. Après, c'est encore une histoire de tendance. Là, il y a quand même une tendance à des couleurs un peu plus pastel, voire ternes pour certains modèles. Il y a beaucoup de voitures grises, blanches et noires, ça on en parlait aussi tout à l'heure. Ouais. Là, c'est plutôt une histoire de tendance, mais ça va changer, ça va revenir à autre chose. Enfin, c'est assez cyclique tous ces trucs-là. C'est un peu bateau de le dire, mais c'est vrai. Il y a quelques marques qui ont fait d'autres choix. Là, par exemple, Fiat, il n'y a plus de voitures blanches ou grises chez eux, je crois. Ouais, ils vendent plus de voitures qui sont pas colorées.
Je sais pas du tout si c'est le cas pour le groupe Renault, mais il me semble qu'on a quand même des teintes super variées, que ce soit dans une marque ou l'autre. Ouais, bah la R5 était présentée en jaune. Ouais, Ça participe aussi exactement. de son style justement sympa. Bien Les gens sûr, disent, ah bah c'est bien, c'est un ça, le objet côté chaleureux pop. sur la route qui Ouais. fait un sourire. Et c'est un peu différent de ce qu'on voit, toutes les voitures agressives, énervées, noires. Mais c'est peut-être une histoire de tendance pour le coup, ça, parce Ouais. que alors la R5 aussi s'y prête bien, et puis mais donc là je parlais des teintes de caisse parce que c'est ce qu'on voit à l'extérieur et ce qu'on voit le plus. Mais en intérieur, il y a aussi vachement de trucs qui ont été faits. La R5, je me souviens, il y a une livrée je crois que c'est en jean ou un truc comme ça. Enfin, c'est des trucs un peu différents qu'on voit moins, et c'est Ouais. assez cool parce que, alors je sais pas si c'est chaleureux d'avoir un siège en jean, mais au moins c'est un peu pop, c'est cool. Ouais. C'est différent, et si quelqu'un a envie de se différencier, c'est bien, plutôt qu'effectivement avoir une voiture grise, blanche ou noire. Comme Alors je tout le suis le monde. premier à avoir une voiture noire, mais aussi parce que j'ai pas trouvé autre chose, mais sur des modèles spécifiques c'est parfois plus dur, mais de fait il y a aujourd'hui quand même, et on le voit chez d'autres constructeurs, quels que soient d'ailleurs, qu'ils soient coréens, japonais, allemands ou peu importe, il y a quand même des possibilités de configuration qui sont assez osées, assez pointues. Là, chez BM, il y a des verres assez acides, Ouais, qu'on aime ou on n'aime pas. C'est encore une fois, voilà, il y a un c'est le peu- goût. voilà, c'est le goût. Mais il y a des possibilités de faire des choses. Alors, il y a aussi, c'est aussi accessible dans des marques plus généralistes. Donc, confère Renault. Hein. Vu que là, on parlait un peu de projet, comme tu as dit, déplaçoire un peu. Toutes les voitures sont pas destinées à être des voitures passion. Mm. Toi, tu as bossé sur un projet pure passion, du coup, Ouais. chez Alpine, Alpenglow. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous raconter la genèse de ce truc? Qu'est-ce que tu as fait pour? Qu'est-ce que c'est? Parce que je mettrai des images, mais il y a peut-être des gens qui voient pas l'objet. Ouais, alors Alpenglow, c'est parti d'un concept car il y a quelques années déjà, enfin, il y a 2 ans, je crois, pour le salon précédent, Mhm. sur lequel j'avais pas travaillé d'ailleurs, qui était un manifeste en fait de l'ADN Alpine et tout ça. Et on a décidé de. En fait, il y a une voiture, un prototype qui a été fait dessus, avec Mhm. un moteur. Je sais même pas si j'ai le droit d'en parler, parce que je sais pas ce qui a été dit dans la presse ou autre. Mais Ok. donc, en fait, c'est un laboratoire le truc. Mais c'est tu peux un parler de prototype. Alpenglow. On dit pas de. Bah, il a été révélé, donc Ouais, a ouais. priori, il n'y a Ouais, pas je veux de. pas quand. Sur les données techniques, de toute façon, j'y connais pas grand chose en Ok, réalité. ouais. Mais donc, l'idée, c'était de faire un véhicule. C'est un peu de l'image aussi, mais voilà, c'était de mettre sur la route le concept car, quoi. Mhm. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec le proto. Et il y a eu alors, je pense qu'il est passé relativement inaperçu, mais il y a un inter qui a été dessiné. Alors, c'est beaucoup de contraintes parce que voilà, la caisse était une plateforme existante et tout ça. Mhm. Mais on a quand même pu amener de l'ADN d'Alpine. Il y a un triangle là devant qui est une espèce de signature qu'on aime bien et qui est visible depuis l'extérieur. Donc c'est quand même, on parle tout le temps dans notre métier du pont entre l'intérieur et l'extérieur. Bah là pour le coup, ça a été un peu le cas. C'est l'aileron qui se prolonge de l'avant. Ouais. Enfin une espèce de d'aileron. Oui, c'est ça, un aileron. Ça fait un lien, Une en dérive. fait. Ça fait un lien, justement, Voilà, pour qui avoir un se voit à design l'extérieur. cohérent sur l'objet au global. Ouais, et puis du coup, bah, voilà, graphiquement, ça marche super bien. Ça fait un espèce de symbole qui est évident, qui est super fort, et puis ça type vachement la voiture. Mm. Et donc la voiture, oui, pas pure passion, parce que c'est un véhicule de performance, quoi. Ce qui fait aussi que ça ajoute de la contrainte à l'intérieur, forcément. Ouais, alors en l'occurrence, on était vraiment limité par ce qui était notre base, en fait, pour faire Ouais. le proto. Mais Je veux dire, une voiture de sport. c'est Enfin, je veux dire, une voiture du Mans, c'est une c'est voiture du Mans, oui, c'est évidemment, bah, évidemment il y a des contraint à contraintes, l'intérieur. Hein. ouais, des contraintes de structure, là où se posent les éléments électroniques, de monitoring et compagnie. Donc, on pouvait pas faire ce qu'on voulait, mais on voulait quand même lui donner un peu d'aura, la rapprocher de ce qu'on faisait. Alors, pas forcément en production, parce que c'était pas l'intérêt, mais à lui donner, oui, je vais dire un côté plus cossu. En tout cas, la dessiner Ouais, jusqu'au ouais. bout. Ce qu'on a fait, alors l'intérieur, je pense qu'il n'a pas été spécialement vu, parce que de toute façon, même quand on est à 2 mètres de la voiture, on le voit pas bien, parce que c'est les meurtrières, Ouais. les ouvertures. Mais bon, on a quand même mis un peu des choses qu'on aimerait peut-être pousser plus tard, on verra. Mais il y a des trucs assez cool dedans, quelques innovations. Et ça fait un super objet au global. Et l'objet global est super cool. Ouais. Mais c'est plus. Alors, enfin, ce qui est surtout très cool, c'est que du concept car à la réalité, en fait, on voit que la réalité est encore plus cool parce que c'est une vraie voiture, qu'elle fait Ouais. du bruit, qu'elle bouge et qu'elle va vite. Enfin, Il en faut peu pour être heureux. Ouais, vraiment. Elle fait du bruit, elle bouge, elle va vite. Voilà, ouais. Mais je pourrais pas le décrire mieux que ça. C'est Ouais. c'est vraiment des choses. Enfin, en tout cas, quand on aime les voitures sportives et comme ça, c'est assez essentiel. Hein. Il y a enfin, je veux dire, l'image un peu d'Épinal du gamin qui se retourne en entendant un moteur hurler. Je veux dire, enfin, nous, en tout cas, c'est notre cas, donc forcément, Ouais, ça c'est nous ça. parle. Et donc, je parle avec des mots simples parce que c'est des choses assez simples qu'elles évoquent. Ouais, toutes c'est ces du émotions. ressenti, vraiment. Vraiment. Pour le coup, c'est vraiment les 5 sens. Tu vois, Ouais. à mon avis, la voiture passion, faut qu'elle joue vachement sur les 5 sens.
Ah Ça bah fait c'est partie du clair, truc. c'est clair. De toute façon, c'est de l'émotionnel, hein, la voiture. Même si on peut très bien penser l'objet, très bien Mm. le réfléchir, penser à l'utilisation à la fin et tout ça, à la fin, si ça déclenche rien du tout, bah on... On passe à côté, ouais. Il y a même des gens qui vont Ouais. justifier un achat de voiture par des raisons totalement pragmatiques. Et j'en ai beaucoup, hein, pareil dans les commentaires, les gens ils disent ouais, moi j'ai acheté ça parce que ça consomme tant, machin, truc. Ok, ça c'est la fiche technique, c'est très bien, Mhm. et ils réfléchissent à leur usage, et c'est normal, mais c'est pas la majorité en fait. La majorité des gens, ils vont aussi être influencés pour aller vers un modèle plutôt qu'un autre ou vers un design parce qu'ils ont ce truc émotionnel qui va les chercher en plus, En tout même cas, sur des c'est ce qu'on voitures du cherche à quotidien. obtenir, ouais, c'est sûr. Parce que, bon, d'une voiture à l'autre, en tout cas sur des segments généralistes, finalement, entre une marque ou une autre, les fiches techniques sont très proches. Ouais. Je pense que il y a assez peu de... Si on compare les fiches techniques, on va être sur des valeurs assez similaires, que soit la taille, capacité d'emport, enfin le volume de coffre et compagnie. Mm. De toute façon, c'est toujours là-dessus que les comparos se font, en fait. Et, sauf qu'à la fin de tous les essayeurs finissent par dire ah, on a un peu plus de feeling avec telle voiture parce que ils ont réglé la suspension de telle manière, la direction est un peu plus précise, Mm. parce que jolie teinte de caisse, parce que je sais pas, esthétiquement c'est un peu plus cool sans sacrifier trop la fonctionnalité. Enfin, Ouais. c'est souvent en fait des ressentis. Alors c'est soit effectivement le ressenti au volant, soit le ressenti esthétique, quoi. Et du coup, toi, ton ressenti, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi la pire tendance aujourd'hui du design auto, que ce soit dans l'inter? Parce qu'on pourrait se dire peut-être que le grand écran, c'est la pire tendance parce que ça Mhm. pousse pas le design à travailler le reste. Mais bon, ça, c'est peut-être mon take personnel, mon avis personnel. Non, C'est je quoi te pour toi la pire rejoins tendance en assez. ce moment du design inter, quoi, et du design en règle générale dans l'automobile, quoi? Bah, on a tendance à surcharger pas mal de plein d'options, enfin de pas d'options, mais de fonctionnalités qui sont un peu gadgets. Mais c'est vrai Ouais, aussi, je veux dire, dans la technologie. Genre, un téléphone, c'est pareil, c'est bardé de fonctions qui, qui servent à rien. ouais, en fait, à la fin, bon, on pourrait s'en passer. Hmm. C'est pratique, parfois c'est gadget, mais on a quand même tendance à beaucoup rajouter de choses. Et c'est vrai que ça en donne pour son argent pour la personne qui l'achète la voiture. Et puis, mais est-ce que c'est vraiment essentiel? Enfin, après, ça c'est très personnel comme point de vue, parce Ouais, mais que c'est ça que je te demande, tu vois, c'est vraiment effectivement, moi ton avis là-dessus. j'aime bien les choses assez simples sur l'usage, y compris si je dois sacrifier un peu en confort tout en restant raisonnable. Hmm. Maintenant, j'imagine que quelqu'un qui a 5 enfants à emmener n'aura pas du tout les mêmes problématiques. Moi, j'en ai pas, donc si Ouais, tu veux, c'est ma c'est- voiture, il y a 2 places et je suis content. Tu vois, ouais, c'est clair. et il y a même pas de régulateur de vitesse, si tu veux. Ce qui manque un peu d'ailleurs. Tu vois. Donc, c'est. En fait, c'est bien de tout dépouiller parce qu'on du coup on se retrouve avec l'essentiel. On sait pourquoi on a pris tel ou tel véhicule. Ouais, Mais là, moi, dans mon cas, c'est un achat quasiment pure passion, enfin une possession pure passion même. ouais, Euh, Là où quand tu as d'autres contraintes, tu tu peux réfléchis trouver. différemment. Ouais, exactement. Mais donc, il y a quand même un moment donné où il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter. Hmm. Est-ce qu'il y a besoin de telle ou telle fonction? Je suis pas sûr. C'est un truc qu'on voit aussi avec l'externe, tu vois, pour ma part, c'est ça que je faisais en Mm. design. Il y a beaucoup de trucs aujourd'hui surdessinés, tu vois. Tu regardes les Ouais. MG, par exemple, les petites MG, enfin la nouvelle version des MG qui sortent là, c'est archi surdessiné, donc désolé si vous avez une MG, mais j'ai pris cet exemple parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais il y a beaucoup de voitures qui sont surdessinées, Mm. et on voit en général qu'une voiture plus clean et sobre, finalement, ça peut bien fonctionner. Après, je prends l'exemple, la nouvelle Tesla Juniper, tu vois, modèle Y avec la barre Ouais. de feu LED à l'avant, à l'arrière, le truc que nous, on dessine depuis qu'on est étudiant, depuis 15 Ouais, ans, c'est le depuis 10 gimmick ans, un on peu. fait ça, Ouais. ouais. On dessine ce truc, donc ça y est, maintenant, ça arrive en production. Mais bon, ça marche pas forcément. Ouais, après, si tu regardes il y a quelques années, tu parlais des voitures qui avaient des intérieurs un peu opulents. Ouais, En fait, les mêmes voitures avaient des chromes partout et étaient largement surdessinées. ouais, c'est vrai. On regardait à Rétromobile des voitures américaines, c'est typiquement ça. Ouais, ouais, Donc, je veux dire, il y a tout, quoi. Et là, aujourd'hui, bah, du coup, on surdessine. Alors, il y a plus de plastique qu'avant, fatalement. ouais. Ça reviendra peut-être à quelque chose de plus simple. Mm. C'est Ouais, et c'est je très pense cyclique, tous ces trucs-là. Donc, ouais, quand même les modèles iconiques, c'est quand même pour moi ceux qui restent à l'essence de, tu vois, R5 par exemple. Pour moi, c'est pas over dessiné, ça reste un objet ouais, lisible. Je bien pense sûr. que la Alpina 110, le fait qu'elle vieillisse très bien aussi, c'est le fait qu'elle ait été dessinée clean, dans le respect de la 110 originelle. Ouais, ouais. Bah, avec des signatures qui se retiennent. Il y a le Relay Switch, il y a l'arrière qui descend, il y a Mm. les 4 phares Monte Carlo, là. Mm, Et mm. ça, ces trucs-là, c'est des signatures. Et en fait, on en parle depuis qu'on est étudiant, mais
le gesture, les gimmicks, les trucs un peu qu'on retient sur un design. Normalement, tu plisses les yeux, tu vois ça, et puis c'est ce que tu retiens. Et en fait, c'est ce qui fait un design iconique. Non, j'exagère, mais c'est ce qui fait que tu retiens tel ou tel design. Il y a des... Ça imprime la marque dans ton cerveau, en fait. Exactement. D'ailleurs, c'est un bon exercice à faire quand vous voyez une nouvelle voiture, de plisser un peu les yeux et pour la lire un peu juste en noir et blanc. On avait un collègue qui disait les gens, en fait, ils lisent les voitures en noir et blanc, quoi. Ouais, On voit si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, finalement. Donc, je pense que surdessiner, c'est un peu... Ouais, après, voilà, les Ça peut être tendances, problématique. sont ce qu'elles sont. Là, aujourd'hui, c'est un peu ça. Et après, est-ce que c'est parce que on absorbe en ce moment les contraintes liées à des architectures électriques et autres qui font que les voitures ont tendance à reprendre un peu de hauteur, à s'alourdir et compagnie. Donc, visuellement, nous, on essaie toujours de les réduire. Donc, tu sais, le bas des caisses en noir brillant et tous ces trucs-là, c'est pour visuellement alléger. Ouais. Et puis, rajouter des lignes sur les capots ou même en inter, hein, rajouter des mouvements, du volume, c'est aussi parce qu'on a envie d'avoir des... C'est un peu trivial, mais je dis souvent, il faut qu'on ait quelque chose à manger, quoi. Ouais, faut que l'œil il se balade un peu et qu'il se passe quelque Exactement. chose. Mais on voit des trucs qui sortent en ce moment et le style est beaucoup plus simple et beaucoup plus... Enfin, en tout cas, il y a des choses beaucoup plus marquées. Il y a moins de petits gimmicks, plus de grands... Je sais pas, je voyais une Toyota, j'ai oublié le modèle, mais elle est... Enfin, en fait, il y a un arrière, un avant. En fait, c'est super... C'est dessiné comme deux blocs. Ok. Ça marche super bien. J'ai oublié le nom du modèle, mais en fait, je trouve que la voiture fonctionne bien. Et puis en fait, le reste, les phares sont très simples, les volumes sont assez simples. Il y a juste des petites complexités à 2-3 endroits, mais en fait, globalement, le truc marche très bien. Clean. Ouais. Je sais pas s'il est clean, mais en tout cas, on retient l'espèce de thème sur le côté. Ça doit être le CHR, je pense, un truc comme ça. Peut-être faudrait que tu me sortes le nom du modèle exact. On regardera tout à l'heure pour que je puisse le mettre en b-roll. Mais je la trouvais plutôt pas mal. Enfin, c'était intéressant, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a des voitures là en ce moment qui trouvent grâce à tes yeux? Est-ce qu'il y a des modèles qui pourraient être des icônes dans 30 ans, comme je veux dire, la F40 est une icône, mais c'est normal parce que c'est une voiture de sport, mais la Twingo est devenue une icône, donc est-ce qu'il y a des modèles que tu vois bien vieillir, justement? J'ai un peu deux questions par rapport à ça. Est-ce qu'un design doit s'apprécier dans l'instant présent, ou est-ce qu'il faut lui laisser le temps de mûrir dans le grand public pour Ouais. qu'il soit accepté? Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu vois des tendances ou des choses qui vont bien vieillir et qu'on pourrait regretter dans 30 ans? Il y a forcément des choses. En fait, c'est ça qui est super dur. Il y a forcément des choses qu'on va retenir ou des choses assez cool, iconiques, mais sauf que par essence, même un film iconique ou un film culte, il devient culte Avec le temps. même s'il a fait un four à sa sortie, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc il y a des bagnoles ils vont en vendre 100 et puis en fait, elle est juste géniale, mais pour des raisons qui sont contraires enfin, en fait, qui font que commercialement elle marche pas, par exemple. Ouais. Ou il y a des trucs esthétiquement. Il y a un exemple qu'on ressort tout le temps, on en a reparlé, la Pontiac Aztek. Ouais. C'est pas une belle voiture. Je crois qu'elle a pas très bien marché en termes de vente. Mais tout le monde, enfin dans le design en tout cas, la plupart des designers, ils connaissent la Pontiac Aztek. Ouais, parce que je pense que dans le grand public, c'est pas une voiture qui est passée à la postérité. Bah, dans le grand public, il y a la Fiat Multipla et bien avant que Villebrequin en fasse quelque chose, c'était déjà un modèle qui était connu, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. et qui s'était pour le coup bien vendu. La Parce que Avantime, finalement- on parlait aussi de la On Avantime. parlait de la Vantime, ouais. Moi, je l'aime beaucoup cette voiture. Ouais, Ouais. Je elle crois a que c'est jamais la voiture que t'aurais fonctionné. aimé dessiner. Ouais, enfin, c'en est une en tout cas, mais ouais. Bah, en fait, je la trouve cool parce qu'elle est bizarre. Moi, j'aime bien les voitures bizarres, à titre personnel. J'essaie de pas dessiner des trucs trop bizarres, sinon, forcément, je vais avoir du mal à. Est-ce que tu peux lâcher en exclu? Est-ce que toi, tu roules à titre personnel, comme ça permettra de Ouais, voir? j'ai une Z3 coupée Ok. en voiture perso et j'étais repassé sur un Z4 à un moment, mais parce que j'avais eu une première Z3 Roadster Ouais. que j'avais vendue, puis je suis repassé sur une Z3 parce que, C'était plus bizarre qu'une Z4, donc ça te plaisait plus. je crois qu'il y avait de ça, plus vieux aussi, plus simple. Ouais. Et ouais, et puis non, c'est une voiture qui, je sais pas si elle est iconique, mais en tout cas, elle a un peu marqué quand même, de par son style de break de chasse, le long capot, le break de chasse, tout ça, c'est un peu improbable, mais ça marche bien. Globalement, tout le Ouais. monde est assez d'accord avec ça. Elle est bien posée. Et puis, c'est une voiture à sensation, quoi. Ouais, à conduire, c'est un régal. C'est super agréable à conduire. C'est un truc un peu. Enfin, tu peux la conduire assez vite, mais ça reste une voiture un peu de sénateur. Et enfin, en fait, même doucement, tu as des sensations. Puis Ok, ouais. ça reste très, très simple, quoi. C'est pas piégeur. Enfin, même si d'aucuns diraient qu'elle est joueuse, mais elle est pas piégeuse. Donc voilà, sans aller vite, on peut s'amuser. Ce qui est quand même aujourd'hui. Alors, Important. pas spécialement de polémique à faire sur la réglementation et tout ça, mais c'est vrai qu'on peut pas aller vite ou faire n'importe quoi sur la route. Ouais. C'est normal.
Mais donc, moi, je privilégie une voiture. Là, typiquement, la Z3, je perds plein de chevaux par rapport à la Z4. Ouais, mais les sensations à Les basse sensations vitesse. sont beaucoup plus importantes. Ouais, Donc, en fait, c'est un peu le sale choix, quoi. Je vais moins vite, mais par contre, un trajet quotidien devient un trajet assez cool. En tout cas, j'ai la banane quand je la conduis. c'est le principal. Et en termes de décennie du design automobile, du coup, pour toi, si on devait en garder qu'une seule, Moi, je dirais 90-2000. ouais, donc la décennie à peu près de la Z3 finalement. Ouais, mais il y avait les Audi TT aussi. Enfin, il y avait tout un tas de super caisses qui sont sorties, qui aujourd'hui, c'est les Youngtimers. Alors, peut-être aussi parce que c'est la génération. Enfin, c'est quand j'ai grandi, donc Ouais, en fait, forcément, on ma est plus passion, elle sensible vient à de ça. là, forcément. Mm. Et donc, pareil, hein, il y a la 911, elle était en milieu de sa carrière actuelle à ce moment-là. Mm. Moi, c'est une voiture que j'aime bien aussi. Enfin, il y a eu plein de trucs assez cool qui sont sortis et qui aujourd'hui prennent de la cote et compagnie. Ça, c'est la tendance ultra connue là, des Youngtimers. Mais ouais, je pense qu'à raison, c'était des super bagnoles. Il y avait encore plein de sensations. C'était plus sécuritaire aussi. Enfin, en fait, ça conjuguait un peu le C'est meilleur le des deux meilleur des mondes. deux mondes, ouais. Ouais. Aujourd'hui, on est peut-être dans trop de sécurité. À l'époque, on était peut-être dans pas assez. Ouais, ouais, mais du coup, je pense qu'on est au bon moment où c'est pas encore trop des voitures trop compliquées, trop lourdes et compagnie. Enfin, c'est encore des machines à sensation et qu'on achète par affect et moins parce que l'écran propose Apple CarPlay. Dans ma philosophie, en tout cas, c'est ce qui me parle le plus, quoi. Ouais, Mais je pense que j'ai un biais lié au fait que je suis né en 1992 et que, c'est ta période. bah voilà, forcément. Ma Ou t'as passion rêvé de vient ça ce moment-là. t'as rêvé de ça quand t'étais petit et du coup, forcément, Ouais, c'est ça. quand t'étais jeune. Ok. Si on revient un peu à ton parcours professionnel, j'ai une question c'est pas une question difficile, mais est-ce que t'as déjà vu un projet qui s'est arrêté prématurément ou sur lequel il y a eu des déceptions ou qui devait faire un truc génial et puis finalement, en fin de course, une fois qu'il arrive sur le marché, Mm. les attentes sont pas au rendez-vous? Peut-être même sans spécifiquement nommer un projet, parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui sont... il y a toujours beaucoup de gens qui font partie des aventures de projet, hein, c'est jamais un truc tout seul. Ouais, ouais, bien sûr. Mais est-ce que du coup, Super là, nombreux. il y a de la frustration, de la déception, ça fait partie du quotidien d'un designer auto? Ah oui, la frustration, c'est le premier truc à gérer quand tu commences ta carrière. C'est entre ce qu'on te dit à l'école, ce que tu en perçois surtout. Il y a un côté, j'allais dire sulfureux, c'est peut-être un peu exagéré, Mhm. mais c'est quand même assez excitant. Le métier de la création, quand on aime les voitures, forcément, du coup, il y a un affect supplémentaire. Ouais. Les personnalités qu'on croise dans le design automobile sont toutes très riches. Et donc, les enseignants qu'on a eus étaient des gens qui donnaient aussi envie de participer à l'aventure parce c'était cool, quoi. Enfin, C'est cool, ouais. Mais et, les collègues sont cool, ouais, t'as beaucoup de gens de l'international. bien sûr. Ouais, c'est très C'est riche super de ce milieu. côté-là. Et donc, je sais plus où je voulais en venir. Mais je disais que oui, la frustration. Donc, entre l'idée qu'on se fait et la réalité, ça reste une entreprise, ça reste de l'industrie lourde, ça reste des décisions que nous, on prend pas, parce qu'on est quand même, surtout au début, on est en bas de l'échelle, hein, on fait Ouais. que la dessiner, la voiture. En tout cas, on propose des choses sur une voiture qui est en fait un projet d'entreprise. C'est pas notre voiture. Ouais. Même si on a tendance à dire, ah, mon projet, ceci, cela, ça c'est de l'appropriation et c'est important pour aller au bout des projets qui demandent de la motivation, de se l'approprier, de se dire que c'est le nôtre, mais ça reste le projet de l'entreprise. Et Ouais. nos dessins sont les dessins de l'entreprise, en fait. Mm. Donc, il y a une grosse part de frustration, et puis, on ne fait pas tous les jours une Ferrari avec budget illimité. Donc, forcément, il y a des moments où la réalité nous rattrape. Ouais. Mais ça se gère, normalement, tout le monde est à peu près bien câblé, et tout le monde arrive à le gérer. Oui, ça fait partie des contraintes, finalement. Exactement. Je sais que toi, t'es hyper partisan de se dire, c'est le fait qu'il y ait de la contrainte qui nous permette de faire des choses intelligentes, finalement. C'est que la si on contrainte, a c'est la zéro mère de la contrainte, on a- créativité pour moi. Sinon, on fait n'importe quoi. Ouais. Mais Sans contrainte, pas de créativité. pour moi, oui. Après, voilà, sur certains sujets, faut pas de contrainte, faut juste une vision. En fait, on finit toujours par contraindre, enfin, en fait, par cadrer. C'est pas Mm. forcément une contrainte, mais un cadre. Ok. Et le cadre permet, en gros, d'exprimer une vision cohérente. Et en fait, c'est au-delà de la créativité, il y a la cohérence aussi de l'objet final. Parce que si on fait un objet. J'ai pas d'exemple particulier, mais il y a des objets qui Si on fait peuvent. un espace F1, c'est pas très cohérent, finalement. Après, il faut aussi des projets. Commercialement parlant, c'est pas cohérent, donc il faut Non, pas le vendre. Mais il faut même le en faire. termes de design, mais je pense que c'était pas du tout le sujet là en l'occurrence. Ouais, c'était bien pas un sujet de design, c'était un sujet il fallait soit faire de la C'est du halo, ouais. ouais, c'est ça, l'idée, je suis même pas sûr qu'on soit né à l'époque mais qu'on était né à l'époque mais ouais, Tout l'objet petit. paraît juste un peu aberrant, mais des fois c'est cool aussi de faire des ouais, projets c'est cool, cool aussi et puis ça donne parfois des projets très qui deviennent iconiques un peu. Ouais.
Typiquement, transformer un multiplat en voiture de course, C'est un truc iconique, ouais, c'est vrai. c'est improbable. C'est devenu iconique. Mais ouais, je pense que c'est le truc qui va marquer un peu la génération là, ces dernières années. C'est vrai. Je crois que j'ai pas répondu à toutes tes questions de la question d'avant. Euh... Ah oui, des projets qui se sont arrêtés en cours de route, ça c'est monnaie courante. Ouais. Bah, c'est la vie de... Alors c'est soit parce que le projet a été lancé, je sais pas, sur un contexte particulier. Typiquement, tu veux faire une voiture pour les États-Unis, d'un coup la politique change aux États-Unis. Forcément, ça va impacter le projet. Parce que ça reste un projet 25% de droits de douane, l'entreprise elle peut dire on va pas y aller. Je sais pas du tout ce que ça va changer là pour nous, mais il y a un monde où effectivement tu as des projets qui s'arrêtent parce que juste c'est plus viable commercialement, par exemple. Ça, c'est du bon sens. Enfin, mais ça arrive souvent. Bah, c'est arrivé beaucoup quand il y a eu Carlos Ghosn qui est parti pour Renault. Je me souviens qu'à l'époque, la plupart de nos projets, ils n'ont pas forcément été arrêtés, mais ils ont changé. Ils ont été redirigés, quoi. Ouais. Mais aussi parce que la tête de l'entreprise a changé, donc c'est assez logique. C'est plus la même stratégie, c'est plus la même vision. En plus, au même moment, l'environnement, il y avait le Covid, il me semble, donc bref, tout a changé, quoi. Donc forcément, il y a des projets qui s'arrêtent. Parfois, c'est pour des mauvaises raisons. Des raisons, disons, qu'on ne maîtrise pas, liées à l'économie, la politique, que sais-je. Parfois, c'est parce qu'on ne le trouve pas si pertinent, et puis, en fait, on a le droit à l'essai, à l'erreur. Ouais, tester des choses, en fait. Exactement. Et c'est en testant qu'on se dit, celui-là, finalement, on ne va pas aller au bout. Ouais, et puis, de toute façon, il y a toujours un moment où, je dirais plutôt... Alors, je ne suis pas au fait des décisions de l'entreprise au global, mais du moins pas dans le détail, mais il y a des moments où on lance des projets, puis en fait, on voit bien que... c'est un peu casse-gueule et que c'est peut-être pas le bon moment, et puis donc on l'arrête de notre propre chef. Après, ça fait juste partie du jeu en tant que designer, on propose beaucoup, et il y a finalement une petite portion de ce qu'on a proposé qui sort. Mais c'est le jeu. Est-ce que c'est le marketing qui décide au final? Parce qu'on entend aussi beaucoup ça, hein. Les designers ne servent plus à rien, parce que c'est le marketing qui dit ce qu'il faut faire au final. Il a clairement une part importante dans les décisions. En fait, alors dans les décisions, je sais pas exactement, mais ils sont là aussi pour... ils jouent un peu les garde-fous, parce que le designer, on peut partir dans nos délires, ça arrive. Il est là, théoriquement, il est au fait des attentes du marché. Le produit aussi, le département produit est là pour ça. Donc, et en fait, on travaille ensemble. Donc, et puis, il y a l'ingénierie, il y a tout un tas de... C'est vraiment des projets énormes avec beaucoup, beaucoup de parties prenantes. Donc, je pense que la décision, si jamais pas trop. Un département, je dirais peut-être juste qu'à la fin, le dernier mot revient au boss de la boîte. En l'occurrence, dans le groupe Renault, le KDMO, il est très fort en termes de présence. Et voilà, exactement. Donc, à la fin, c'est lui qui décide. Mais j'imagine qu'il écoute tous les différents... experts sur leur domaine. Ouais, exactement. Donc, le design a un vrai impact et une vraie capacité de décision. Et on n'impose rien, en fait. C'est pas le but. On propose et à nous de convaincre et d'emmener les gens, de séduire, en fait. Donc, ça, c'est le... Ouais, je le verrais plutôt comme ça. C'est pas... Il y a des moments où, évidemment, les visions sont pas les mêmes, ou du moins, on n'a pas les mêmes dessins, mais bon, ça fait partie du... Il faut trouver le compromis, ou ce qui convient à tout le monde, ou orienter, enfin voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, surtout que le produit est complexe, l'environnement est complexe, donc forcément, tu peux pas laisser les clés à une seule personne qui va dire on va faire un truc qui déboîte. C'est quoi une journée type pour toi? Une journée type? Ton boulot de designer intérieur. 9h café, 11h déjeuner. Non, c'est une journée de bureau un peu standard en termes d'horaire et compagnie. La différence, c'est que je passe pas mal de temps à dessiner. On passe du temps avec nos collègues, les modeleurs, qui font nos maquettes numériques et physiques. On n'est pas dans un studio à dessiner dans tous les sens et compagnie. Ça reste, on a beaucoup de réunions avec les différents acteurs des projets. Plus tu, entre guillemets, tu montes en responsabilité, plus tu es amené à discuter avec ces personnes-là. Quand tu es un jeune designer, tu passes beaucoup de temps à dessiner, faire tes propositions, faire tes 3D, tes animations. En gros, tu es là pour communiquer ta vision sur un projet sur lequel on t'a demandé de bosser. Tu fais la nouvelle Clio, forcément, tu vas avoir une vision. Alors, il y a un brief qui est donné. Et après, Ça ressemble à quoi le brief? Est-ce que c'est du texte? On dit voilà. Qu'est-ce que ça doit faire en termes de fonctionnalité? À quoi ça doit ressembler? Est-ce que vous avez des images? Est-ce que vous avez des analyses de la concurrence? Beaucoup d'images. Okay. Ça, de toute façon, nous, on a un métier visuel, donc on communique nos idées par l'image. Donc, de la même manière, nos N+1 et tous les gens qui bossent avec nous et puis qui, surtout au-dessus de nous, ils ont un premier insight à donner. Quand ils dessinent pas eux-mêmes, c'est au moins des images, des photos, des choses.
Parce qu'il faut identifier les tendances, il faut identifier le segment sur lequel on travaille, sur le type de véhicule. Il y a un peu la gamme aussi qui joue. Quand je dis gamme, je parle de prix, Ouais. de ce qui est proposé. Voilà, je reviens sur la Clio parce que c'est un produit que tout le monde connaît. Mm. On va pas faire une Clio avec, je sais pas, un volant F1, ça n'a pas de sens. Pas, en tout cas, pas la Clio DCI de Monsieur Tout le Monde. Ça marche pas, enfin, c'est pas viable. Ok, ouais. Donc, il faut les inspirations et les analyses, les comparos qui vont bien, cohérents avec tout ça. Et ça passe beaucoup par l'image. Pour tout ce qui est matériaux et compagnie, on a des échantillons. Les Mhm. collègues de Couloir et Matière, ils ont toujours des matériaux tech super riches. Donc, à nous de nous inspirer des bonnes choses, de saisir les tendances. Et le brief, il peut être... Parfois, il n'y a pas de mots. Enfin, il y en a toujours un peu, mais Ouais. c'est des mots-clés. Alors, souvent, tu as quand même le produit qui vient donner son cadre, en fait. Son orientation. Voilà, parce que voilà, en fait, je reviens toujours, je garde le même exemple avec Clio, entre celle d'il y a, je sais pas, des années 90 ou 2000, je sais pas quand elle est sortie la première, et celle qui est sortie la dernière, il y a un monde de différence. Le format a pas tant changé, mais aujourd'hui, avec une Clio, on fait sans problème l'aller-retour Paris-Marseille, sans fatigue. Mhm. Je te mets au défi de faire ça avec la première. Ouais, à l'époque, c'est pas pareil. Enfin, ce sera pas le même niveau de fatigue, quoi. Ouais. Et donc, c'est lié à l'avancée de la technologie, des matériaux et tout ça, et puis de ce qu'on peut mettre dedans. Mais du coup, le designer fait plus du tout le même objet, quoi. Tu as limite le niveau de confort d'une berline, donc, mais tu fais pas une berline, donc il y a un espèce de compromis à trouver. Et puis il y a des nouvelles technologies à mettre, mais tu peux pas en mettre non plus des millions parce que c'est pas la voiture. Ouais, qui sera dans cette gamme. Ouais, c'est ça. C'est une histoire de gamme, il y a une histoire aussi de clientèle logique. parce que tous les gens n'ont pas besoin d'avoir un iPad dans leur voiture. Ouais, ou pas envie. Ou pas envie, oui. C'est pour ça. Mais Clairement. donc le brief, ça peut être des gens qui te parlent pendant une journée entière de leur vision du truc, parce qu'ils sont pas visuels. Typiquement, département produit, en général, leur slide, c'est pas du tout ce que nous on ferait. Ouais, c'est du texte. Il y a beaucoup de textes, ouais, beaucoup de chiffres, mais parce que voilà, c'est là-dessus que eux s'appuient. Mhm. Nous, on s'appuie sur le truc le plus visuel possible. Ça peut être des maquettes, ça peut être des choses comme ça. Souvent, surtout quand c'est des voitures, il y a déjà plusieurs générations qui existent. Prenons chez Renault Clio, Twingo, Espace. Il y a une histoire. Bah ouais, du coup, tu prends Renault, ils ont la chance d'avoir le patrimoine, donc on ramène les vieilles voitures dans l'atelier, et puis voilà, c'est ça l'historique. Tu tournes autour, tu vas chercher des codes. Tu vas chercher des codes. Tu Alors ça, regardes comment c'est c'est pour fait. le côté un peu esthétique, et après, tu regardes entre la première Espace et puis celle qui est sortie là, il y a un an ou deux. Il faut analyser l'environnement et le contexte dans lequel elle est sortie, et pourquoi ça a tant changé. Ouais. Et donc là, tu remets les choses en perspective. Pour toi, est-ce que le design est plus proche de l'art ou plus proche de l'ingénierie au final? Bah, c'est la conjonction des deux mondes, en fait. Le design, c'est de la mise au point quand même, enfin, dans le sens premier du terme. Ouais. Maintenant, on représente beaucoup les choses, donc, par du dessin, entre autres. Il y a un aspect artistique, mais je pense qu'il est peut-être plus là pour convaincre, Mhm. notamment l'entreprise, de nous suivre sur telle ou telle idée, que sur l'objet final. Même si, évidemment, on va essayer de dessiner une très belle pièce. La pièce, elle va quand même être fonctionnelle. Ouais, c'est de l'ingénierie avant tout presque. Enfin, ça reste de l'industrie lourde, ce que les gens, encore une fois, n'ont peut-être pas l'habitude de se représenter. C'est vraiment des investissements du temps long. Ouais, c'est clair. Mm. Et puis, bon, il y a plein de moments où on voudrait faire, je sais pas, une poignée de porte super innovante, sauf qu'en fait, on va récupérer celle de la génération d'avant, voire de l'avant, encore avant, parce que c'est juste une histoire de coût. Ouais, et parce que le client, il n'a pas d'intérêt à avoir une nouvelle poignée de porte qui ferait augmenter sa voiture de 100 euros, par exemple. Ouais, à la fin, oui, la décision, elle est Ouais, arbitrée comme ça, effectivement. C'est une balance un peu de bénéfice-risque. Tiens, on pourrait faire un super rétro central, mais ça coûterait 200 balles de plus, puis les gens, ils n'ont pas envie de le payer, donc il y a aussi de ça, je pense. Ouais, et puis en fait, il faut cadrer dans. En fait, les histoires de gamme, si on regarde à segment équivalent, les prix sont quand même assez proches. Ouais. Donc, si on s'amuse à mettre plein d'innov dans la Clio, mais pas dans la 208, en fait, on va se retrouver beaucoup plus cher et on va pas offrir tellement plus. Ouais. Donc, oui, c'est frustrant sur le moment parce qu'on voulait dessiner un rétro avec pas de bord, frameless et tout. Mais bon, on reprendra celui de la génération d'avant et puis. On va assez vite digérer le truc quand même. Mais ouais, parce que même, je pense, côté design, on a aussi plus envie de mettre l'argent et le budget sur les éléments qui comptent. Ouais. Aujourd'hui, pour l'Inter, je pense en tout cas faire un volant, avoir l'opportunité de redessiner du siège ou de la console, des éléments déterminants, c'est effectivement là où on va essayer de mettre le plus d'argent. Bien sûr, par si rapport je prends aux l'exemple de la 290, la planche dans la R5, elle est top. Il n'y a pas de raison de la redessiner. Puis historiquement, la R5 Alpine, c'était une R5, donc
il y avait une filiation qui était assez logique, il n'y avait pas besoin de remettre ça en question. Ouais. Mais si là, en l'occurrence, on parle d'une voiture qui existait déjà et qu'on a pimpé, si on peut dire. Bon, la base était tellement saine et propre que aucune raison de tout dénaturer pour le plaisir de redessiner des pièces. On a fait des dessins, mais on savait très bien que on les ferait pas en vrai, quoi. Ouais. Tu me parles de modifier, de pimper. Tu sais que j'ai ma Jaguar là que je suis en train de faire évoluer vers autre chose. Et du coup, j'ai pas mal de commentaires aussi des gens qui disent oui, c'est dénaturé la Jaguar, le style iconique et ancestral de cette Jag et tout. Du coup, ma question un peu philosophique, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que le tuning, puisqu'au final c'est un peu ça, hein, est-ce que c'est un acte légitime est-ce que c'est un massacre ou est-ce que c'est un acte légitime de design? Quel est ton avis là-dessus? Indéniablement, il y a eu quelques massacres, hein, c'est sûr, mais non, c'est une culture, une sous-culture de. Alors, toujours pas péjoratif, c'est une des cultures qu'il y a dans l'automobile. Dans la culture automobile. Ça reste des passionnés. Ça reste l'envie de s'approprier un objet aussi. Donc, ce que tu fais avec la Jag, c'est ça. Tu la destines à un autre usage légèrement très différent de celui de base. Il restera toujours un gars qui va te la garder pristine clean, telle que l'origine. Et ce sera très bien, c'est son délire. Toi, tu pars sur autre chose. Voilà, je pense que c'est ça qui est cool, c'est que ça permet d'avoir de la diversité. C'est pas parce qu'on saccage une XJ il y en a pour parmi moi toutes les autres que ça dénature pas spécialement, non, au contraire. Enfin, surtout, je sais pas s'ils ont fait des Jaguars, mais il y a eu des Rolls-Royce qui ont fait le Dakar quand même, donc ouais, c'est clair. Il y a un truc c'est encore un autre genre, une autre sous-culture de l'automobile qui est de faire des objets performance qui dénaturent totalement l'objet premier, mais c'est pas grave, c'est bien, c'est cool. Ouais, et puis au final, ça fait vivre la passion. Moi, ce que je me dis, c'est un peu tout le monde a sa vision aussi du truc. Moi, j'ai décidé de le faire aussi pour YouTube et parce que c'est marrant. Oui, puis en plus, tu as fait un vote populaire, donc voilà, exactement. Clairement, les gens ont décidé. C'est ça. Ouais. Mais quand tu regardes je sais pas si ça s'appelle du tuning, mais au Japon, c'est super représenté. C'est un vrai art, pour le coup. C'est élevé à un rang bien plus noble que ce que nous, on peut avoir ouais, ici. c'est vrai. Oui, parce que nous, on a cette image un peu tuning. Voilà, les mecs du Nord ouais, c'est un petit côté striptease qui a fait quelques traces. Mais non, la personnalisation, je veux dire, dans le sens où en tout cas, la façon de projet. Et ce qui est clair et net, c'est qu'en France, c'est pas évident de faire un projet qui va être homologué, qu'on pourra rouler. Alors, dans les autres pays, c'est... Ah bah, aux États-Unis, oui, tu peux mettre une baignoire sur la route et ça roule. Ça fonctionne. Mais bon, écoute... Je voudrais qu'on parle un peu des conseils que tu peux donner aux designers. Les jeunes designers, parce que je pense que... Ouais, parce que les autres designers, ils n'ont pas besoin de mes conseils. Si on arrive dans la même galère, tous. Si on arrive en fin de vidéo, je me dis de toute façon, là, on est entre nous. Je pense que c'est ce format podcast, on va voir ce que ça donne. Mais l'idée, pour moi, c'est pas de faire 100 000 vues avec ça. C'est plus de parler au fond avec les gens que ça intéresse. C'est pour ça qu'on est resté volontairement technique, parce que tu nous as apporté un max d'infos et de valeurs. Et du coup, je pense qu'à la fin du podcast, après, il y aura une petite séquence, on va aller un peu plus vite, où je te poserai quelques questions. Mais vu qu'on arrive presque au bout, je voudrais qu'on parle un peu des conseils que tu pourrais donner aux jeunes designers. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'en plus, je sais que tu donnes cours dans notre ancienne école, Strat. Absolument. Donc, tu es investi aussi pour faire en sorte que les prochains designers soient des bons designers. Qu'est-ce qu'ils font qui est merdique aujourd'hui? Les jeunes designers? Ouais. Non, ils font rien de merdique, au contraire, ils tâtonnent, et c'est bien le but. Moi, mon boulot, c'est pas de leur dire quoi faire, c'est essayer de les aider à aller plus vite, à peut-être mettre un peu moins d'énergie dans des combats perdus d'avance, en gros, faire bénéficier de mon expérience, aussi courte soit-elle. En fait, ce qui est bien et ce qu'on a mis en place dans Astrat, c'est ce dans quoi je participe, c'est en gros des designers qui sont encore des relativement jeunes designers dans l'industrie depuis peu de temps. Ils sont encore au fait en gros, on se souvient de nos années d'études, quoi. Enfin, assez clairement, je veux dire, c'est très proche, quoi. On sait comment ça se passe, quoi. Et donc, de faire le pont entre le boulot, le vrai boulot et les études, ça permet quand même de donner un petit coup de boost aux étudiants qui, en fait, très souvent, surtout au début, sont perdus parce qu'ils n'ont pas encore fait les stages. On intervient beaucoup en troisième année, donc au début de spécialisation. Ouais. Et là, ils n'ont pas fait de stage, ils ne connaissent pas, en fait. Et donc, essayer de les aider à faire leur portfolio le plus efficacement possible, c'est le mieux qu'on puisse faire, en fait. On n'a pas la science infuse, on n'a pas... Pour ceux qui nous écoutent là, est-ce que tu as un conseil, le conseil principal qui s'applique aux jeunes designers? Il y en a deux. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, c'est pour ça que je me permets de... Ouais, je dirais qu'il y en a deux, il faut rester le plus ouvert, curieux possible. Et parce que trop souvent, on est sûr de nous, et j'étais le premier à être sûr de moi sur certains sujets, et puis de ne pas vouloir accepter des changements. Et en fait, ça, c'est un truc qu'il faut absolument dégager. Il faut être ouvert et curieux. En fait, ça demande beaucoup de travail, donc il faut essayer de choisir un peu ses combats mais d'être efficace. Donc en fait,
en tout cas, pour se faciliter la vie et l'expérience, c'est de gagner en efficacité et pas d'essayer de s'obstiner sur certains... Enfin, en tout cas, quand tu es dans les études et que tu as des gens qui peuvent te conseiller, il faut les écouter, quoi. Et à Strat, on est nombreux à intervenir. Hein. Je ne suis pas du tout seul. On est une bonne demi-douzaine. Je parle même pas des intervenants permanents qui font déjà... qui font super boulot. Un super boulot, ouais. Bah, nous, ils nous ont vachement aidés. Mais dans les intervenants qui sont la moitié sont des gens de notre promo et des copains qu'on connaît bien. Et en fait on a tous une vision différente et il y en a plusieurs, peut-être qu'un jour tu les inviteras aussi, et la moitié du temps quand il y a une voiture qui sort on n'est pas d'accord, c'est vrai, et sur notre façon de travailler on n'a rien à voir, mais ça du coup c'est ce qui fait la richesse. Alors de temps en temps les étudiants nous disent mais ok mais un tel il m'a dit ceci, toi tu me dis ça, je suis perdu. En fait, il faut faire des choix, quoi. Donc choisir ses combats, faire des choix. C'est le but du designer aussi, d'avoir sa vision et puis de savoir d'ailleurs... écouter, entendre et puis aussi parfois proposer son truc. Ouais, exactement. Et si je peux faire une digression sur l'IA et tout ça, là, parce que ça propose plein de choses, mais du coup ça choisit pas une IA. En tout cas aujourd'hui ça choisit pas. Et nous c'est un peu notre valeur ajoutée, elle est quand même dans le choix, parce que si on fait 150 itérations, et à la fin on pourra faire qu'une voiture. Ouais. Donc à minima, on est là pour faire le choix et optimiser ce choix-là pour le faire le plus propre possible. Moi, je n'utilise pas tellement l'IA. Non, dans l'industrie, c'est pas encore... Si, bon, on l'utilise, mais on l'utilise... Faire de la visualisation, faire des trucs. Ouais, bah, en fait, c'est quand même puissant pour plein de trucs. C'est utile, ça fait gagner du temps. Ça évite de monopoliser un visualiseur sur des images, parce que nous, on a déjà des bases, et puis on les modifie nous-mêmes, et puis on peut changer l'environnement tout autour. En fait, c'est quand même archi puissant, donc c'est un bel outil. Mais je faisais la digression parce qu'on nous dit souvent, est-ce que ça vous remplacera pas ? J'ose espérer que... peut-être que si un jour elle fait les choix, puis elle fait la mise au point derrière de tous les choix qu'elle a fait d'abord, oui, là et qu'elle assume le résultat final, ça sera pas... Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Mais oui, en fait, l'IA, aujourd'hui, elle ne crée rien. Elle se nourrit de ce qui a été créé par ailleurs. Et parfois, il faut... Aujourd'hui, parce que ça va évoluer, mais... Ouais, bien sûr. Mais bon, l'histoire de faire des choix, c'est quand même le... propre du designer. Ouais, exactement. Et du coup, en termes de compétences pures pour les jeunes designers, qu'est-ce que tu dirais qui est important de maîtriser ? Si on veut être designer, qu'est-ce qu'il faut être capable de faire ou de ne pas faire ? De pas faire, je sais pas, mais de faire, il faut savoir... faut avoir des idées, c'est pas forcément le plus dur, il faut savoir les mettre en scène, quoi. Enfin, les dessiner, les montrer aux gens, il faut pas avoir peur de les montrer. Parce que la problématique de certaines idées, c'est qu'elles restent au fond d'un tiroir et qu'elles sortent jamais, que ce soit pour des bouquins, des dessins de voitures ou autre chose. Ouais. Donc si on a des idées, il ne faut pas hésiter à les montrer. Et donc les efforts, c'est dans les hard skills pour les montrer. Après, sur l'expérience et comment apprendre à dessiner une voiture, ça se fera avec le temps. Mais il ne faut pas mégoter sur le temps passé à sa capacité à retranscrire ses idées. Parce que voilà. Je disais les choix, c'est ce qu'on apporte. Et si on peut pas les montrer, c'est mort. Enfin, tu t'arrêtes là. Après, que ce soit le dessin, de la 3D, de la peinture, de la pâte à modeler, peu importe. Ouais, il y a des médiums beaucoup plus faciles à choper que d'autres. Typiquement, le dessin, en 10 secondes, l'idée, elle est sur le papier. Si tu veux faire une sculpture, ça va être plus long. Ouais. Même une 3D, même si maintenant c'est rapide... c'est toujours trop long. C'est plus long, en tout cas. Et puis, en tout cas, dans mon workflow à moi, c'est beaucoup des petits dessins qu'on appelle des doodles. Ouais. Des choses qu'en 10-30 secondes, il y a première idée, un premier jet. Et ça, en une journée, du coup, tu peux en faire 150. Ouais. Et il n'y a pas de... Alors, sur le dessin académique, on va me reprocher la perce, on va me reprocher des volumes un peu chelous, mais c'est pas grave, c'est l'idée que j'ai jetée. Ouais. Puis derrière, après, il y a des moyens de faire des beaux dessins, à des partir belles de images. Là, la 3D ou même l'IA peut t'aider vachement. Mais... Ou Photoshop, nous on utilise à balle Photoshop. Et pas parce que Photoshop, c'est pas une baguette magique. Oui, c'est un outil comme ça, pour représenter les idées. Voilà, et en fait, ça permet de faire de la peinture. Donc le plus important, c'est quand même d'avoir les idées. Avoir les idées, et puis du coup, travailler sur ses capacités à les retranscrire visuellement. Ouais. On en parlait un peu en off tout à l'heure, il faut aussi avoir un ego pour justement pouvoir défendre ses idées, mais d'un autre côté, accepter la critique. Alors, je sais pas si ego ou conviction. Ouais. Bon, ça participe un peu des deux, mais c'est avoir des convictions, ouais, parce que si t'as pas une... Alors, c'est pas forcément une conviction intime super forte sur un sujet qui évoluera pas. Au contraire, d'ailleurs, faut rester ouvert. Mais sur un sujet qu'on te donne, normalement, t'as un peu de conviction sur... je reprends encore l'exemple de la Clio. Normalement, si tu as bien fait tes devoirs, tu sais à peu près quel est l'objet, à qui il s'adresse, dans quel environnement il va évoluer, et donc de là, tu vas te créer une idée de l'objet. Ça, c'est ta conviction. Ouais, exactement. C'est comme ça qu'elle doit être. Après, voilà, le process te la fera évoluer, mais il faut savoir... faut faire un choix sur ce que tu proposes. Et je pense qu'il faut avoir
confiance en ses convictions, et donc il Oui. faut les défendre fièrement, mais il faut aussi être capable d'en changer. Et de Ouais. redéfendre fièrement autre chose qu'on n'avait pas vu parce qu'on a eu un entrant différent. De toute façon, Parce ce qu'on qui est a vu- bien dans les studios de design, c'est que quand on fait notre proposition, en général, on a ce qu'on appelle des concours de style, des compétitions design, enfin, ça a plusieurs noms, mais en gros, mettons qu'il y ait 5 designers ou 10 designers dans le studio. Les 10 designers vont proposer leurs idées. Mhm. En général, on en fait 3, c'est un peu le truc usuel. Ça peut être 10 si tu en as 10, Ouais. ou une si tu n'as pas eu le temps et que tu es sur d'autres projets. Enfin voilà, c'est assez variable, mais on propose tous quelque chose. La représentation évolue, chacun son style, et on défend l'idée. Une fois qu'il y a eu une présélection qui est faite, ou alors s'il y a des questions, c'est des dialogues, y compris avec nos managers. C'est jamais, enfin, en tout cas, j'ai jamais constaté une discussion fermée. Il Ouais. n'y a jamais ok, on fait ça, puis le reste, ça dégage. J'ai jamais vu ça Ouais. en 4 studios, 5 studios différents, enfin plusieurs équipes différentes, quoi. Ça a toujours été super ouvert parce que justement, tu te nourris des idées des autres, de leurs convictions, et puis tu fais évoluer les tiennes, c'est super ouvert. Ouais. Donc c'est ça qui est bien, c'est-à-dire on est amené à être remis en question, aussi à défendre nos points de vue, et on nous écoute en général. Ça, c'est quand même assez rare, que, entre guillemets, en bas de l'échelle, tu puisses avoir ta capacité à, pas imposer, au contraire, mais Influencer. proposer quelque chose, influencer, ouais, dans le meilleur de ses définitions. Je prends mon téléphone parce que là, je vais arriver sur la petite série de questions un peu sur lesquelles je vais te demander un peu moins de réflexion. Et on va essayer d'être. Enfin, c'est pas que je te demande moins de réflexion, mais on va essayer de répondre un peu du tac au tac, Ouais. aussi pour que des choses un peu naturelles puissent sortir de ce qui te passe en tête. Ma première question, c'est si tu devais créer une voiture parfaite, quels éléments de design tu prendrais de différents modèles? Alors, je fais donc la distinction entre le style et le design. Parce que le style, donc c'est les gimmicks, c'est presque du détail en fait, c'est des formes C'est le particulières. dessin en tant que En tel termes pour de toi. design, je reprends l'exemple de la 911 parce qu'elle est très particulière pour ça. Le moteur implanté à l'arrière, ça change tout en termes de proportion. Ouais. Du coup, si je devais prendre ce genre d'éléments très distinctifs, alors je vais pas faire une réponse qui dévie de du véhicule que j'aime bien, que j'adore. Mm. C'est un moteur avant en propulsion et avec un très long capot, les proportions un petit peu osées, quoi, pas un truc trop lambda. Dans tous les cas, les proportions, c'est peut-être ce qui fait le plus dans la voiture. Ouais. Après, le style lui-même, ça évolue dans les époques. Mais... Et du coup, quand tu fais bien la distinction entre style et design, est-ce que tu peux en un mot, donc on a compris le style pour toi, c'est vraiment le dessin, à quoi ça ressemble. Mm. Le design, comment tu le définirais? Bah, c'est lié à la fois à comment elle est conçue la voiture. Mhm. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la 911. Ouais. Et ça influe aussi sur les sensations que tu vas avoir dans la voiture. C'est pour ça que je te dis, un moteur avant en propulsion, c'est ce qui est le plus équilibré. Et moi, je Ouais. conduis pas spécialement sportivement, mais du coup, c'est facile à choper. Tu peux t'amuser sans avoir besoin de forcer sur la bagnole ou quoi. Mm. Et puis, et donc après, oui, une fois que tu as ces ingrédients de base, mais là, je te parle de ressenti. Après, esthétiquement, bah, ouais, effectivement, tu gardes, comment ça s'appelle, la cote de prestige ou ces trucs, un pare-brise très reculé, Ouais. une cabine reculée, posée sur les roues arrière, une Z3, quoi, hein, Ouais. concrètement. Après, ça peut être un peu plus gros, un peu plus large, machin, Mm. ça c'est cool aussi, mais ouais, c'est des ingrédients de base que moi j'aime bien. Quand je vois une voiture, même si elle est ultra bizarre en style, si elle a ces proportions-là, Ça marche. globalement, ouais. Alors après, Z3 c'est peut-être un peu particulier, mais par exemple, on en parlait, mais la 612 Caglietti, une voiture qui est un peu mal aimée chez Ferrari. Ouais, des puristes, on va Moi, dire. je l'adore. C'est un peu Ouais, c'est bizarre, super. mais bon, elle est bien née globalement, quoi. Moi, j'adore Ouais. cette voiture. Et c'est vrai elle est restée un peu dans l'ombre comparée à Ouais. ses consoeurs de la même époque. Ouais, en fait, elle est sortie quand même avec il y avait 2-3 bangers à côté. C'est vrai. C'est un peu compliqué pour elle Dur de d'exister. vivre dans Ouais, ces ouais, conditions. voilà, c'est pas une mauvaise voiture, elle est juste née au mauvais moment. Ouais, du coup, en termes de design auto, là, est-ce que tu peux me citer une voiture dont le design t'a surpris en bien ou en mal? La moderne. Oui, ça peut être une voiture moderne. Une voiture moderne qui m'est surpris. Il n'y a pas grand-chose. Le design, tu vois, où tu te dis, ah ouais, ok, waouh, tu vois. En bien ou en mal? Ah si, régulièrement dans Paris, je croise une énorme Kia. Là, je sais pas quel est le nom du modèle, mais c'est très ricain comme. C'est le 4x4? Ouais, C'est peut-être le EV9 avec le... c'est immense, c'est architectural le truc. Et je dois dire que, alors j'aime pas les grosses voitures d'habitude. Ouais. Enfin, je suis pas client en fait.
Bah là, je veux dire que il y a un côté cool. Un peu comme quand le Hummer est sorti à l'époque. Ok, oui. Ah oui, donc vraiment plus américain que le EV9 peut-être, que le EV9. Ouais, on regardera, Ouais. tu le mettras en image, mais le machin est énorme, et du coup, t'as l'impression d'avoir un immeuble, mais je trouve ça cool quand même dans Ouais. le truc est radical, quoi. Enfin, t'as l'impression d'avoir un morceau de Gotham City dans le parking, et c'est improbable, et du coup, ça m'a surpris, mais j'ai là, putain, c'est marrant, j'aime bien. Ok, ouais. Alors que bon, ouais, normalement, Mais c'est c'est ce ça aussi le but, format-là. c'est ça aussi le but du design, c'est que là, ça Ouais, va ouais. t'emmener sur un truc que toi, t'es pas client, comme tu dis, t'as pas l'habitude, Ouais. mais juste tu le vois, puis tu te dis, ah, tiens, c'est pas mal, tu Ouais, vois. en Ou des fait, fois, c'est cool. tu vas voir un truc, tu vas dire, ah non, ça, je vois ce qu'ils ont tenté, mais ça me va pas, tu vois. Et Ouais, du bah, coup, je trouve que c'est ça qui est intéressant arrive, ouais. aussi. Et c'est ça aussi, dans la passion automobile, je trouve, tout le monde peut avoir un avis, en fait. Tout le monde peut se dire, Ouais. tiens, ça me parle, ça me parle pas du Bah, tout. du coup, en fouillant bien, les voitures se ressemblent pas toutes quand même, hein. Ouais, tu vois, Il y a quand même finalement. des trucs. Mais c'est vrai que bon, ce qu'on voit dans la rue, notamment en France, Les oui, tendances du marché. oui, c'est sûr. Voilà. T'as des modèles qui se vendent plus que d'autres. Mais il y a quand même des petits trucs, des petites saillances parfois. Il y a aussi, enfin moi, mon point de vue et mon ambition aussi avec la chaîne, c'est de faire vivre la passion automobile, tu vois. Donc les gens qui disent, ouais, tout se ressemble, ça peut s'entendre, mais déjà, dans Après, quoi tu roules, tu vois. Parce que même si tu as une famille, même si tu as des enfants à transporter, à emmener au foot et tout, il y a plein de voitures un peu différentes, qui consomment pas beaucoup plus, ouais, qui bien sont tout sûr. aussi confortables, sécuritaires, Après, etc. tu vois, si je prends l'exemple de mes parents, mon père a possédé une 911, une Boxster, les 996 et 986, donc les Ouais. mal aimés, là, entre guillemets. Donc il aime bien les bagnoles, il adore la Z3. Mm. Mais voilà, il conduit un X1 au quotidien. Et puis le choix, avant ça, c'était une 3008. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui a déterminé son achat? Alors, il a sélectionné quelques modèles qu'il aimait bien, mais c'était surtout le prix sa LOA et puis la proximité d'une concession si jamais il avait un pépin. Mm, mm. Oui, la majorité des gens, finalement, vont Sa penser révision, il comme n'a ça. pas envie de faire 30 bandes pour la faire. Ouais. Mais lui, il se plaint pas en disant, bah tiens, toutes les voitures se ressemblent, en fait. Non, Voilà, certes, voilà. mais bon, les gens se retrouvent quand même face à une Des problématique qui est, un, le budget, et puis deux, la proximité de son distributeur pour des raisons évidentes de Tes parents, ils praticité. avaient pas eu un 806 ou un 807? Ouais, 800, les deux. Ils Les ont eu les deux? deux, ouais. Putain, Ils ont eu les deux. beau gosse, Ouais, on est 3 enfants, il fallait emmener des trucs. c'est clair. Il n'y avait pas Je de, sais ça, il y moi, avait pas de SUV à mes l'époque. parents, voulaient ils ont pas un de Vito, 4x4. hein. Ouais, ils ont un Vito, hein, parce Ouais, qu'on c'est est vrai. nombreux dans la famille, hein. C'est vrai. Donc ouais, avant les SUV, et puis après, mon père, il a... Non, mais tu vois, tu parles des SUV, mais mes parents aimaient pas du tout les 4x4, parce qu'à l'époque, on parlait pas de SUV ou très Ouais, peu. ouais, Quand le marché est devenu que avec ça, ils en ont acheté aussi. Enfin, les loués en l'occurrence, ouais. Mais c'est cohérent, quoi. mais ouais, en fait, c'est pas vraiment leur choix, en fait. Donc, mais c'est comme pour la mode, t'achètes aussi ce que tu trouves en magasin. Oui, c'est vrai. À part quand tu vas dénicher la perle rare sur Vinted ou autre, en friperie, que sais-je. Ouais, là, c'est un autre acte d'achat, finalement, un peu comme les Ouais, bagnoles. T'as la voiture passion, puis t'as la voiture que tu vas trouver en stock. c'est ça. C'est pas la même clientèle, au final, aujourd'hui. Il y a ça aussi. Et c'est un peu difficile, je pense, dans l'industrie de devoir plaire à tout le monde. Parce que quand tu fais une voiture Tu peux trop pas. générique, Bah, t'as les passionnés qui vont dire oui, mais ça tue la passion. Et quand tu fais une ouais. voiture de passionné, t'as les gens qui vont dire oui, mais regarde, on peut rien emmener avec. Mais c'est là où je reviens sur l'expérience et les histoires de marque et tout ça. L'identité, c'est ce qui fait la différence. Si tu arrives à trouver une identité dans laquelle les gens se retrouvent, bah, tu vas vendre des voitures. Ouais. Normalement, c'est. Enfin, je Aussi simplifie simple peut-être que le ça. débat, mais c'est un peu ça, quoi. Je continue avec ma série un peu de questions rapides. Pas si rapide, hein, d'ailleurs. Bah là, pas si rapide, mais là, on va accélérer du tac au tac. Est-ce que tu peux me citer la plus belle caisse pour toi? Ouais, il y a la BM, je crois que c'est la 507, là, le Roadster. Ça, À l'ancienne? Ouais, ça, Ouais. en envoyé à Rétromobile, ça, c'est toujours aussi cool. La pire? Pontiac Aztec, je pense, hein. C'est la voiture connue de tous les designers. Mais finalement, on s'en souvient quand même. La plus surcotée, celle que tout le monde adore, mais que toi, tu détestes ou que tu comprends pas la hype autour de cette caisse. Il y a peut-être. Alors, si, il y en a une qui est vraiment ultra cotée, c'est la F40. Ouais. Et je préfère la F50. Mais c'est pas que la F40 est pas bien, c'est juste que je Ouais. préfère la F50. Ok. C'est du goût très personnel, ça, mais. Et la plus sous-cotée, celle que tout le monde déteste, mais que toi, t'adores. Ouais, c'était l'Avantime. Ah ouais, la Je trouve que Vantime. l'Avantime, en fait, elle est pas si sous-cotée que ça quand tu y penses. Bah maintenant, Elle a elle est trouvé son cotée. public, Ouais, quoi, elle a mais un trouvé, peu tard. Ouais, un peu trop tard. Ouais. Si tu pouvais travailler sur le retour d'une voiture iconique, laquelle? L'Avantime. On a un Avantime fanboy. Ouais, j'aimais bien. J'en achèterai jamais, mais faut jamais dire jamais. Mais. Ouais. mais Ouais, ça je me te vois fait- mal, on a passé de la Z3 à l'Avantime, ça va faire un choc quand même, je pense. Ah, c'est Two Car Solutions. Ouais, J'en ai deux, c'est sûr. Non, ouais, ça pourrait être marrant. En fait, j'aime bien le côté décalé. C'est pas tellement cette voiture-là plus qu'une autre, c'est le côté décalé, j'aime beaucoup. Ok. Parce que sinon, effectivement, c'est un peu. Oui, tu deviens un peu une statistique, ça m'embête un peu à titre personnel. La voiture que t'aurais aimé dessiner. La Z3. Ah ouais, tu m'étonnes. La voiture que t'aurais détesté dessiner. Alors j'imagine qu'il y en a plein, hein, mais si tu peux m'en donner une.
Je suis même pas sûr qu'il y en ait une en particulier. Ah si, mais il se reconnaîtra, la Modus. Petit clin d'œil. Et si tu devais garder qu'une seule voiture, s'il fallait en garder qu'une, demain il y a les zombies, on doit garder une caisse, c'est laquelle? Un VAB de l'armée française, hein. Ouais, dans ce cas-là, ouais. Un truc un peu costaud. Et en Ouais, termes je de pense. design, une caisse iconique. Il y a une Ferrari là. En fait, moi j'aime bien les voitures d'Alain Delon aussi, là. Enfin, Ouais. je dis Alain Delon, mais c'est parce que Dans c'était- cette vibe. Ouais, les Ferrari icônes de des années l'époque. 60, Ouais, exactement. Mais je me souviens plus. genre Elle est super connue, 250 GTO. GT. Voilà, c'est ça. Ok. Celle-là, elle est quand même assez cool. Ou une Dino, ça peut le faire aussi. Pour conclure, si on devait se rendre compte que ce format plaît et faire un deuxième épisode de podcast comme ça, d'interview avec un designer dans l'industrie, est-ce que tu aurais des gens à me conseiller? Ok, bah j'irai l'embêter pour essayer de la récupérer sur le podcast. Si on refait un épisode, hein, donc dites-nous dans les commentaires si ça vous a intéressé, si vous avez passé un bon moment avec Thibaut. Et on sera hyper curieux d'avoir votre retour, puis de lire Ouais, tout carrément. ça, pour savoir si on refait, une prochaine version. En tout cas, c'était bien. Ça nous C'était a le crash permis- test, quoi. Voilà, exactement, c'était le crash Très test, mais ça nous a permis de faire un premier essai, Ouais, puis, c'est clair. puis de voir si ça plaît, et si on peut rentrer sur la chaîne dans des sujets un peu plus techniques, un peu plus profonds, vraiment propres à l'industrie. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, c'est cool. Ah, c'était un plaisir. Jusqu'à moi. Et puis, merci à tous et à la prochaine. À très bientôt.